jusqu'au moment où on prend 2 buts et je suis sur le côté, j'acquiesce, je vois la foule en délire, t'es au théâtre. Et donc tu te dis, la vache, je suis pas bien placé, je suis dans le mauvais camp, Mhm. mais ce qui est en train de se produire, c'est juste historique. Neymar, ce jour-là, c'était Maradona. Quand tu dis franchir un niveau, il n'y a pas de niveau à franchir. Oui, il est tout en haut. Ouais, il est au max depuis le Ouais, c'est vrai. début, en fait. Et C'est c'est vrai. ça le truc, c'est que, et c'est probablement ce qui fait que là où parfois il devait peut-être se donner un peu plus à l'entraînement ou quoi aux caisses, mais ça a jamais été une nécessité. Neymar, je l'ai vu s'entraîner à 50% et il était quand même meilleur que toute l'équipe. Tu vas bien? Neymar s'écoute très très bien, je te remercie. Moi, j'ai adoré te voir porter ce brassard parce que voilà, j'ai souvenir du mec qui, enfin, de mon point de vue français, débarque un peu de nulle part dans notre championnat et qui aujourd'hui porte le brassard de la sélection belge. J'ai trouvé que C'est c'était une beau, belle histoire, voilà. Je trouvais que c'était une belle c'est histoire. symbolique aussi. J'avoue que Ouais, c'est très beau. ça m'a fait C'est très beau. plaisir. Thomas, bon, on a déjà commencé un petit peu l'interview sans le vouloir, mais déjà merci beaucoup de me donner de ton temps parce que ça fait un moment que je te cours après, entre guillemets. Tu m'as toujours promis qu'on aurait ce petit moment privilégié et merci pour la promesse Avec tenue, ça plaisir. me touche. Occasion manquée pour moi de te voir même en physique. Parce que c'est ça que j'avais compris, moi, en fait, que tu allais vraiment te déplacer et tout. Donc moi, j'avais arrangé ça. C'est pour ça l'équipe nationale, en fait, vu qu'on a un peu plus de temps libre, Ouais. ben, je me dis, on va pouvoir caler ça tranquille, 1 heure 30. Et je pensais vraiment que tu allais venir sur place. On sort, bon, t'es actuellement en sélection, on va pas le cacher aux gens. Tu sors d'un match où, comme je l'ai dit, ça sera sûrement gardé pour l'interview, mais tu as été capitaine. Comment tu sens cette nouvelle page avec le sélectionneur, qu'on parle rapidement de la sélection? Comment tu sens les choses? Est-ce que c'est un projet où tu sens qu'il y a des bases différentes de d'habitude? Comment tu te sens? Non, après, on se sent très très bien ici dans l'équipe parce que je trouve qu'avoir déjà un entraîneur francophone, Ouais. il s'exprime en français. Donc c'est déjà quelque chose de plus, ça crée un lien un peu plus proche. Parce que généralement, tu sais, la Belgique est un pays compliqué avec différentes régions, différentes langues, différentes communautés, et donc C'est on vrai. essaie toujours de chercher une neutralité, donc d'avoir un entraîneur qui vienne de quelque part, on s'en fiche d'où, mais qui vienne et qui s'exprime en anglais. Donc après c'est pas vraiment un souci, mais je trouve que le fait que l'entraîneur ici s'exprime dans une des langues nationales, une des langues officielles du pays, ben ça crée une proximité. Ouais. Ça crée quelque chose de plus intéressant et même au niveau de l'intégration, pour moi, je vois que il a été beaucoup plus facilement adopté entre guillemets par le groupe et ils viennent aussi avec une philosophie et ils sont venus avec un staff entier, analystes, assistants, etc. Que je trouve assez intéressante en fait. Et Mhm. ce que j'aime bien avec les entraîneurs plus âgés, c'est pas péjoratif bien sûr, c'est que les nouveaux entraîneurs, des fois, c'est un peu, on veut avoir la touche Guardiola, touche ci, touche Ouais. ça. Ils veulent révolutionner un petit peu le football et c'est des idées fraîches, c'est des idées qui peuvent être novatrices, y a aucun problème. Mais le foot, c'est simple, tu vois. Faut pas tout compliquer, faire des schémas et ci et ça. Je dirais, c'est pas des trucs qu'on apprend à l'académie. Et puis quand tu arrives en équipe première, on commence à te faire des schémas. Enfin, il faut limite avoir une licence pour comprendre comment jouer au football, alors que tu as fait ça toute ta vie. D'un coup, on met Ouais. tout en question. Et, euh, et le staff ici, et avec Martinez, par exemple, c'était la même chose. C'est des gens qui ont énormément d'expérience et qui connaissent le football Ouais. en toute simplicité, tu vois. On perfectionne les bases, on ajoute 2, 3 ingrédients, et puis on obtient un résultat. Et puis le reste, ben voilà, les joueurs mettent ça en pratique sur le terrain, et puis c'est à eux de faire le job, quoi. Bah écoute, je t'avoue que j'aime beaucoup cette personne, Rudy Garcia, donc j'espère que ça va matcher. Je pense aussi que la langue est hyper importante, donc Ouais. effectivement ça peut vous aider. Je me suis jamais posé la question par rapport à la situation de la Belgique et le fait qu'il y ait plusieurs langues quand même parlées sur le territoire belge, que ce soit ou que ça puisse être un potentiel obstacle entre guillemets à l'intégration, mais c'est vrai que tu as raison d'en parler. Tu as raison d'en parler, C'est c'est un c'est- plus. c'est pas que c'est un obstacle parce qu'en fin de compte, regarde, Tedesco par exemple, des fois il parlait en allemand, des fois il parlait en anglais. Il avait quelques bases de français. Il parlait même en italien avec des joueurs qui avaient joué en Italie. Mhm. Enfin, tu vois, en réalité, tu parviens toujours à te faire comprendre, peu importe la manière. Mais ça faisait un moment qu'on n'avait plus eu quelqu'un qui parlait une langue Ouais, nationale. Et ça, ouais. pour la symbolique, c'est quand même important, tu vois.
Je trouve Après, aussi. oui, enfin, bien sûr, c'est toujours mieux quand on a déjà eu des coachs qui parlaient français et néerlandais. Bon, il y a aussi l'allemand, mais on n'a pas de joueurs germanophones dans l'équipe. Ouais. Donc, français et néerlandais, ça, c'est toujours le top, mais c'est pas facile à trouver. Non. Enfin, si te faut un Hollandais, par exemple, parce que tu sais, tu cherches des entraîneurs qui ont une petite réputation quand même, etc. En Belgique, on a quelques bons coachs, mais pas encore quelqu'un qui est vraiment top top. Après, il y a Compagnie qui commence à sortir du lot un petit peu. C'est vrai. Et il y avait Philippe Clément, donc ça, et eux sont bilingues, voire trilingues. Mais pour le moment, voilà, je pense qu'un Français, euh, est pour moi une bonne façon de contenter tout le monde et encore plus s'il fait des résultats, quoi. Je trouve aussi. Je trouve aussi. On va parler beaucoup de la sélection, on va parler de beaucoup de ta vie en club, parce que Ouais, c'est ce qui m'a fasciné dans ton parcours. Alors, on va parler de ce qui est le plus récent, même si c'est pas forcément ce que je fais d'habitude dans cette interview, mais tu sors d'une grosse saison quand même avec le LOSC. Déjà, premièrement, est-ce que c'est ce à quoi tu t'attendais quand tu as signé au LOSC? Une saison aussi chargée en émotions, avec autant de bons résultats finalement, parce que même s'il y a eu des critiques sur le LOSC, sur la saison, les critiques, elles viennent surtout du fait que vous avez démarré tellement fort que finalement, vous voyez tout en ouais, haut, ouais. alors que l'objectif de base n'était pas forcément ça. Est-ce que toi, tu t'attendais à tout ça quand tu as signé? Hmm, non, je m'attendais pas à ça. Après, quand je signe quelque part, je me renseigne quand même sur ce qui se passe. Je passe quelques appels, je regarde les joueurs qui sont là, ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas. Et finalement, moi, quand Olivier m'a téléphoné, bah, je devais un peu épauler Thiago Santos. Donc Thiago Santos, qui est clairement ce jeune talent typique qui peut faire gagner beaucoup d'argent à un club, à condition qu'il ait une saison justement assez pleine, assez stable et sans blessure, ce qui n'a pas été le cas cette année puisque après quelques mois, il se fait les ligaments croisés. Ouais. Donc moi qui suis là en tant que backup et entre guillemets grand frère, ben, je repasse au premier plan et à ce moment-là, je prends le lead sur la position du latéral droit. Bon, ça c'est pour mon histoire. Après, collectivement parlant, je trouve qu'on a fait une saison sensationnelle. Franchement, Sensationnel. le premier tour, on a surperformé. C'est-à-dire, tu t'es au mois d'octobre et novembre avec plus de 10 blessés et les trois quarts sont des titulaires. Donc tu perds des joueurs super importants et là on voit qu'en fait on fait jouer des jeunes mais qui avaient été achetés par le club, pas forcément pour un usage immédiat. Et puis aussi tu fais jouer des jeunes du centre de formation et on obtient des résultats, euh, que ce soit en Champions League, que ce soit en Ligue 1. Et puis voilà, on finit décembre, je pense qu'on est troisième Ouais. à la trêve hivernale et en fait on a clairement surperformé. Et ben voilà, quand on habitue les gens à quelque chose de trop bon, ben on a du mal de revenir en arrière. Et là, en fait, on a eu une chute. On avait une dynamique et je pense que le break hivernal a vraiment a un peu cassé ça. Et Hmm. on a eu vraiment du mal en janvier, février. Sur quelques matchs, on a perdu des points bêtement. Et là, ben, on a vu que ça commençait à être long. Alors qu'on avait récupéré tout le groupe, mais voilà, il y avait une dynamique qui s'était un peu affaiblie. Ouais. Et voilà, on n'a pas croulé non plus, mais on voyait que des résultats étaient un peu plus en dents de scie. Et finalement, ben, je trouve on s'est bien rattrapé sur la fin. Ouais. On a fait une excellente saison. Et voilà, à un match près, on finissait en Champions League. Ça s'est joué, voilà, sur des détails durant toute la saison. Ben, la défaite à Saint-Étienne, le match nul à Montpellier à dernière minute, le match nul à Nice à dernière minute, le match contre Nantes, la défaite à domicile contre Le Havre 0-2, des choses comme ça. Voilà, et là, en fait, tu te dis, si juste tu ne perds pas ces matchs-là, Hmm. tu es en Champions League. T'es en Champions. Ouais. Parce que les équipes, hormis Paris, les équipes perdent tellement de points Hmm. en Ligue 1 qu'en réalité, tout peut arriver à n'importe quel moment. Et on l'a vu, c'était super haletant, en fait. Pour un spectateur neutre, le championnat cette année était vraiment fantastique. Il a été fantastique. Il a Et, été euh, fantastique. et donc voilà, on a fait pour moi une excellente saison. Et dans l'ensemble, cette qualification en Europa League, on l'a plus que mérité.
Non, c'est dommage qu'on soit passé si proche de la Champions League, mais voilà, on verra si Nice peut réitérer ce que nous on a fait la saison passée. C'est vrai. D'ailleurs, on va en parler de cette Champions, mais c'est vrai que quand même en début de saison, je pense que beaucoup de supporters du LOSC auraient signé pour que la qualification en Ligue des Champions se joue au dernier match de la saison. Ouais. Franchement, on a vécu un finish sensationnel avec 3, 4, 5 équipes qui Mhm. étaient concernées par cette position. Donc non, franchement, c'est très beau et malgré la petite amertume d'avoir perdu des points, comme tu dis, au final, la saison est plus que réussie. Surtout qu'il y a eu ce parcours aussi sensationnel en Ligue des Champions qui a fait rêver encore enfin, à Ah ouais. l'échelle nationale. Finalement, vous êtes quand même à l'issue de la saison, maintenant qu'on peut appeler ça la saison régulière de Champions, la partie championnat. Vous êtes l'équipe française la mieux classée. Ça aussi, je pense que on n'aurait pas forcément tous cru en ce scénario-là au début de la saison avec le Paris Saint-Germain qui était notamment en lice. C'était quoi si tu m'as parlé du fait qu'il y ait une alchimie particulière qui a fonctionné. Mhm. Ce parcours en Champions, il a contribué à ça aussi, à faire en sorte qu'en championnat, ça se passe bien. Bah, ouais, bien sûr, parce que à chaque fois, tu avais un match de Champions League, un match de championnat, un match de Champions League, un match de championnat. Donc, tu pouvais pas te permettre en fait, de juste jouer à la carte. Tu pouvais pas Ouais. choisir tes matchs. Parce que déjà, le match que tu jouais le week-end, ben, c'était pour pouvoir être titulaire aussi en Champions League. Donc, il y a cette sorte de compétitivité qui s'installe ben, sur le long terme. Et quand tu sais que tu joues la Coupe d'Europe, que tu joues la Juventus, le Real Madrid, l'Atlético, Feyenoord, etc., Liverpool, tu as envie de jouer ces matchs-là. Donc, finalement, qu'est-ce qui maintient un groupe en vie? Ben, c'est la compétitivité et le fait de vivre des moments. Et il y a beaucoup de joueurs qui avaient jamais joué à la Coupe d'Europe, etc. dans le Mhm. groupe, puisqu'on a un groupe assez jeune. Et là, tu te dis, ouais, je veux le faire, je veux le faire, je veux être là à Anfield, je veux jouer le Real, je veux voir Vinicius, je veux ci, je veux ça, tu vois. Et donc, en fait, je pense que chacun, inconsciemment, augmente un petit peu son niveau de jeu. Peut-être même plus de concentration en entraînement, etc. Et donc, vraiment, du mois d'août jusqu'au mois de décembre, on n'a pas lâché le rythme. Aucunement. Et voilà, ce qui a été fait a été sensationnel. Et là, on voit que, enfin, il y a quand même ce nouveau format Champions League. Et en fait, ce qui l'a rendu aussi intéressant, c'est que toutes les grosses équipes se sont cassées la figure à un moment donné. Ouais, Même le Paris Saint-Germain a dû attendre la dernière journée pour être ouais, qualifié. Le c'est Real vrai. Madrid, c'était pas dingue. Bayern qui perd beaucoup de points, etc. On voit des équipes comme Aston Villa et Lille directement qualifiées, ce qui n'était pas vraiment attendu. C'est vrai. Parce que d'après ce que j'ai vu, les attentes, c'était que nous, on soit entre la 16e et la 24e place. Bah, en tout cas, Faut- c'est ce que tout le monde pensait. Tout le monde Ouais. pensait que le championnat allait favoriser les gros qui avaient plus de chances de se rattraper. Mhm. Ça a quand même été le cas parce que quand tu vois le Paris Saint-Germain qui est sauvé à la dernière journée, Ouais. tu te dis que ça aurait peut-être été autrement dans d'autres circonstances. Mais en réalité, il y a une logique dans le sens où les gros se préparent beaucoup pour la deuxième partie de saison, tandis que les équipes un peu plus modestes sont pied au plancher d'entrée. Il y a Mhm. une certaine logique dans ce qu'on a vu dans cette Ligue des Champions, mais c'est vrai qu'il y a des gros qui auraient pu passer à la trappe. T'as pas mentionné, mais City aurait pu passer à la trappe aussi, Ouais, ça s'est aussi. joué à la dernière journée. Donc c'est vrai que ça a apporté du sensationnel depuis le début. Et des équipes un peu plus modestes vivent des épopées incroyables, comme le LOSC qu'on a pu voir jusqu'en 16e de finale. Il Exactement. y a une performance, toi, qui t'a plus marqué que les autres dans ce que vous avez réussi à faire ou pas? Mais après, tout le monde retiendra pour le prestige que battre le Real Madrid, c'était quelque chose d'historique. Je pense que c'était aussi la première confrontation entre le LOSC et le Real, et on a gagné. Ouais, Donc ça, c'était assez beau. Maintenant, moi, j'ai bien aimé Feyenoord parce que c'est le match où on leur en a mis 6 mhm, à domicile. L'ambiance était incroyable, une des meilleures que j'ai eues cette saison. ouais, Rien à faire, enfin, tu galvanises les supporters quand t'enchaînes comme ça. Et Feyenoord était enfin, un peu équipe de même niveau, prétendant direct, etc. C'était une bonne équipe pour se frotter à, je vais pas dire un grand, c'est un très très bon club, mais pas encore un grand, mais pour se comparer. ouais. Et on avait pas mal de jeunes joueurs aussi sur le terrain, et ils ont pris leurs responsabilités. Et moi, enfin, je garde un bon souvenir de ce match-là. Feyenoord, pour moi, c'était vraiment, je ne veux pas dire que c'était le meilleur moment, bien sûr, mais
Mais il y avait, voilà, il y avait quelque chose, comme tu as parlé, comme tu as dit tout à l'heure, il y avait une alchimie, il y avait de l'envie, il y avait ce côté prestigieux, il y avait tout dans ce match. Ça marche, je retiens. Et j'aime bien te demander parce que justement, tout le monde me parle, quand je parle du LOS, tout le monde me parle du Real Madrid. Les joueurs en général, ils ont un petit truc différent, une Après, sur le sensation terrain, tu le différente. sens différemment. Tu vois, et par Bah exemple, oui. Real Madrid, ça m'a peut-être un peu moins touché parce que j'étais blessé moi à ce moment-là. Donc j'étais en tribune et donc voilà, j'ai vécu le moment, bien sûr, de façon assez sensationnelle et assez intense. Mais Feyenoord et Atlético aussi parce que c'est une victoire à l'extérieur contre une grosse équipe, mais qui avait perdu, je pense, son premier match à domicile en Coupe d'Europe. Mhm. Ça faisait 30, plus de 30 rencontres qu'il n'avait pas perdu. Ouais. Et nous, on l'avait fait. Mais tu restes un peu, tu te dis, ouais, il y a un piège, tu vois. Comme Real, tu les bats, l'Atlético, tu les bats, et en fait, t'as l'impression que les mecs ils sont pas à 100%. C'est Ils, important ce que tu dis. C'était une sensation que vous ils, aviez? ben, tu sais, ils se regardent un peu, il y a un faux rythme, t'as des joueurs qui sont habitués à faire la différence, qui jouent un peu, tu vois, relax, etc. Et par la suite, en fait, l'Atlético a plus perdu un match. Mm, Euh, Dortmund, quand ils nous ont éliminés, après, ils ont plus perdu un match. Le mm. Real s'est réveillé après. Ben, tu vois, c'est un peu, C'est vrai. parce que le Real a joué après Dortmund à domicile, ils leur en ont mis 4 alors qu'ils perdaient 0-3, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et la version du Real là contre Dortmund, elle n'était pas à Lille. Tu vois, Mm. je pense que où ils nous sous-estimaient, ce qui peut être possible aussi, mais tu sais, c'est tellement beau que tu te dis il y a un piège, tu vois, enfin ou il y a un truc qui va pas, c'est pas normal, tu vois. Et en fait, Feyenoord, ils sont venus, ils ont voulu jouer une cour à 100%. Mm. Parce qu'ils se sont dit, ouais, c'est une équipe à notre niveau et on peut les battre même à l'extérieur. Et là, nous, on a fait vraiment le taf, on a été très, très mature, très professionnel. Ouais. Et voilà, on a tué la bête. Et c'est pour ça que Feyenoord, pour moi, me donne un sentiment un peu plus pertinent dans la victoire. D'accord. Bon alors dans cette émission, j'ai l'habitude de retracer le parcours des invités Ouais. de l'avant-foot jusqu'à l'instant T de l'interview. T'as donné beaucoup. T'es un joueur qui donne pas mal d'interviews, pas à foison, mais tu en donnes quand même des Mhm. interviews de manière assez régulière dans tes saisons, sans te cacher en plus. Et c'est ce que nous on apprécie particulièrement, que ce soit nous créateurs de contenu, journalistes, peu importe comment on nous appelle. Et j'ai notamment revu ton interview avec Winamax, sur laquelle tu reviens en profondeur sur ton parcours avant d'être footballeur professionnel, Mhm. notamment au Paris Saint-Germain. Alors, j'ai pas envie de passer énormément de temps de cette interview dessus parce que maintenant l'histoire de Thomas Meunier, on la connaît. Mais il y a quand même des sensations, des éléments sur cette période qui m'intéressent beaucoup. Le fait, par exemple, d'avoir été propulsé comme ça un petit peu sur le devant de la scène après ce fameux but en coup du foulard pleine lucarne qui a marqué toute l'Europe un petit peu parce qu'on t'a découvert à ce moment-là, en tout cas la France, ça c'est sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu regardes par-dessus l'épaule, on en parlait un petit peu en introduction de cette interview, du fait d'avoir été capitaine maintenant de ta sélection, c'est quand Mhm. même une belle façon de boucler la boucle. T'arrives à réaliser, à ne pas oublier qui t'étais à cette époque-là ou pas? Ah ouais, mais complètement. Mais moi, je suis un mec qui vit dans le passé. Ok. Je suis très nostalgique. Et en fait, j'oublie aucun bon moment de ma vie, en fait. Donc, tu sais, sachant qu'on est dans le présent, ben, en fait, tous les bons moments ne peuvent être que dans le passé, Ouais, puisque le futur, on le connaît pas et on sait pas ce c'est qui va clair. se passer. C'est clair. Et donc, je repense très, très souvent à ça. Et il y a encore des mecs ici, par exemple, qui me charrient. Tu sais, si je mets un beau but à l'entraînement, c'est ouais, mais c'est rien par rapport au coup du foulard. Et tu sais, des gars et ils se souviennent de ça. Tu vois, et c'est vraiment, c'était il y a 15 ans, quoi. Ouais. Facilement. Et donc, enfin, en fait, et c'était en division 3 belge, donc c'est pas comme si j'avais mis un coup du foulard contre le Real Madrid en demi-finale Non. de Champions League. Non. Et malgré tout, non, pour moi, c'est des moments qui nous créent parce que, je veux dire, c'était l'insouciance, j'étais jeune, j'avais aucune prétention de me dire je veux finir pro, etc. C'est quelque chose à laquelle je pensais même pas. Et donc, tu sais, c'est des éléments comme ça qui ont été déclencheurs. Et, euh, et donc, par exemple, ici, on a un nouveau staff médical, et dans le staff médical, il y a un kiné. Et ce kiné, il jouait dans une équipe qui s'appelle Bochout. Donc, c'était Ok. une équipe, il a joué contre moi en D3.
Tu vois, et moi, je me souvenais pas de lui. Et il me dit, tu te souviens pas, on a joué l'un contre l'autre et tout. Et il me dit, je me souviens, on est venu jouer à Virton, donc c'est le club où N'Golo Kanté a investi, Mhm. et qui est en Détroit belge. Et il me dit, on est venu jouer à Virton, t'as mis un doublé contre nous, t'as mis une frappe en lucarne et une où tu dribbles tout le monde. Et c'est là où c'est cette année-là où je suis parti à Bruges, en fait. Et donc, rien que ça, ben, tu vois, je vois que ça a marqué les Ouais, ça gens. a marqué les gens. Et donc, j'ai ma petite réputation en national, quoi, en Détroit belge. Et puis finalement, ben voilà, ça, de fil en aiguille, ça a été toujours un step supplémentaire, tu vois. Ouais. Et donc, non, j'oublie jamais et j'oublierai jamais d'où je viens parce que c'était le début de quelque chose de bien. Je veux dire, si mon background avait été négatif, que ça avait créé des problèmes, etc., Mhm, j'aurais mhm. tout fait pour oublier d'où je viens et justement, je me serais vraiment écarté pour dire, voilà, ça c'est du passé, on n'en parle plus. En fait, mon passé footballistique a toujours été positif, donc je fais que d'y repenser parce que Ouais. ça te replace aussi un petit peu de temps en temps en disant, voilà, samedi j'étais capitaine d'équipe nationale et il y a 15 ans je mettais des petits ponts en Détroit avant d'aller boire des bières, tu vois. Et donc c'est ça qui est beau, l'histoire est faite comme ça et voilà, le fait d'y repenser, ben justement, ça te permet de savourer encore plus ta réussite professionnelle. Je trouve aussi. En tout cas, tu vis le rêve, et je le dis bien au présent, parce que c'est loin d'être terminé, mais tu vis le rêve de beaucoup, beaucoup de fans de foot qui, même à des années avancées de leur carrière en amateur ou voilà, Mhm. en semi-pro, entre guillemets, espéraient connaître un destin comme le tien. Donc, Exact. profite, mon ami, tu vis une Merci. histoire fantastique. Justement, tu as parlé de Virton. Ouais. Euh, Virton, du coup, c'est Détroit belge, c'est ça, au Détroit moment où belge, tu y ouais. es, Maintenant, ouais. ça s'appelle ouais, D1 amateur, ils appellent ça, mais c'est Détroit, ouais. Tu ressens un énorme gap, que ce soit dans la pression, que ce soit dans le niveau technique, dans les attentes, niveau athlétique, quand tu passes à Bruges ou pas? Ouais, complet, complet. Parce que j'arrive à Bruges dans un monde professionnel. À Virton, faut bien se dire, c'était un club donc de Détroit où il y avait des semi-pros et le reste c'était des amateurs. On avait trois, quatre semi-pros et tout le monde travaillait en fait. Donc, je veux dire, tu peux pas dire que c'est un environnement professionnel où tu as Non. 2 entraînements par jour ni rien. Je veux dire, on taffe et on met l'entraînement des fois à 18h30, des fois à 19, des fois à 19h30 parce qu'il y a des mecs qui travaillent tard et qui peuvent pas venir plus tôt et tout C'est et tout. Donc, incroyable. c'est de l'impro au quotidien en fait. Ouais. Et c'est ça qui est beau aussi. Et donc, bah voilà, moi, je terminais les cours vers 16h, 16h30. Après, on me conduisait, tu vois, à l'entraînement. Je faisais mes devoirs dans la voiture et tout, pendant que d'autres gars, ben, travaillaient et on se rejoignait là-bas. Et puis, entraînement, c'était 4 entraînements semaine, 3 à 4 entraînements semaine. Et puis, le match le week-end. Tu Euh, faisais tes devoirs dans la voiture. ouais, j'avais pas le choix. Oh, Parce c'est que, en fait, de dingue. chez moi, j'habite dans le même département que la ville de Virton, Mhm. mais j'habite quand même à 1 heure de route, tu vois. Ok. Donc 1 heure aller, 1 heure retour. Et je sais qu'après les entraînements, ben, moi j'en profitais pour dormir dans la voiture parce qu'on sait jamais à quelle heure on allait rentrer. Et donc je faisais mes devoirs dans la voiture, tu vois, en partant à l'entraînement. Et C'est puis, mais bien. ça c'était mes débuts avec Ouais. l'équipe première. Et par la suite, ben, j'ai eu mon diplôme et j'ai été travailler, tu vois. Et là, je me retrouvais dans la même situation que les mecs qui arrivaient avec leur chemise, enfin leur bleu de chaud et qui se changeait au club, faisait entraînement et puis repartait, quoi. C'est fou. Ok, c'est incroyable. Donc, quand tu me disais, tu n'oublies pas ça, l'adversité principale, parce que j'ai quand même la sensation qu'il y a une de ces adversités que tu as rencontrées qui te suit encore aujourd'hui, enfin qui t'a suivi très longtemps, mais même là en étant capitaine, je trouve qu'elle te suit encore aujourd'hui. Euh, c'est le fait d'être toujours appréhendé comme étant pas forcément à la hauteur de ce qui t'attend. Et ça, je trouve que ça te suit partout où tu vas, Euh, partout dans toutes les étapes. Et même là, tu vois, tu as été capitaine de l'équipe nationale. Est-ce qu'il y a un plus haut statut que ça? Je ne sais pas. Tu m'as expliqué que voilà, c'était un rôle qui allait tourner, que c'était pas forcément mhm. attitré à toi pour l'instant, en tout cas pour toute la saison. Mais quand même, c'est un palier. Si on pense à toi, ça veut dire que tu es légitime. Et malgré ça, je trouve que tout au long de ta carrière, on a appréhendé les choses en disant je pense qu'il n'aura pas le niveau, il pourra aider, mais il n'aura pas le niveau. Est-ce que ça, toi, tu l'as ressenti ou pas?
Et est-ce que, si c'est pas ça, est-ce qu'il y a une autre adversité un peu plus conséquente qui t'a suivi depuis Virton, justement, et depuis Bruges? Non, je te rejoins à 100% là-dessus. Mais c'est pas quelque chose que c'est quelque chose que j'ai ressenti, certes, mais c'est quelque chose que j'ai vu et entendu aussi. En Ok. fait, il y a toujours eu un doute constant par rapport à moi, parce que je pense que quand tu connais pas le football et quand tu sais pas ce que les gens sont capables de faire, tu peux te permettre de douter et j'en veux pas aux gens, tu vois. Par exemple, quand j'ai fait de Virton au club de Bruges, on parlait de D3 à D1 et on parlait pas de D1 style un club milieu de classement ou qui joue contre la relégation. On Ouais. parlait de club de Bruges, donc club de Bruges, Anderlecht, Standard, tu vois, c'est le top du top, Genk, la Gantoise. Et là, tout le monde, même dans ma famille et tout, ils se sont dit, ouais, mais pourquoi tu fais ça? Tu vas jamais jouer, ça va pas bien Ah se ouais? passer. Ah ouais, mais tout le monde dit, je dirais, je peux pas te citer une personne, hormis peut-être ma femme, qui s'est dit, il va le faire. C'est introuvable. C'est dur ce que tu dis quand même. C'est dur. Ah non, c'est dur, mais c'est la vérité. Et donc tout le monde. Après, il y a par exemple ma mère, elle connaît pas trop le football, tu vois. Mhm. Donc elle, c'était un petit peu, elle entendait ce qu'on se disait, etc. Et puis elle se permettait de douter en disant, mais t'es sûr que, tu vois. Ouais. Et donc mes grands-parents, c'était un peu la même chose. Donc c'est des gens qui croient en moi, mais le message populaire est tellement puissant parce que tout le Mhm. monde va dans un même sens que eux se disent, ah, finalement, il a peut-être pas fait le bon choix. Pourquoi il a pas pris un club plus bas ou des choses comme ça, tu vois, Ouais. même sans forcément de connaissances. Et puis, je peux comprendre, hein, parce qu'on parle de Virton, on parle d'une nationale, et Ouais. c'est comme si tu signais à Marseille ou à Monaco. Ouais. Et là, j'ai joué à Bruges. J'ai pas été là-bas pour Non. être prêté, etc. Je veux dire, je Non, suis non. arrivé, j'ai joué. Et donc, là, l'acclimatation a été difficile parce que c'était très très dur. Passer de 4 entraînements semaine où on se balade un peu à 2 entraînements par jour avec des stages et tout. Je me souviens, ma première semaine, je pouvais plus m'asseoir dans ma voiture tellement que j'avais des courbatures. Ok. Donc Ok. je devais je devais faire des étirements pour pouvoir me plier carrément et aller sur le siège et puis rentrer chez moi, quoi. C'était Incroyable. dur, ça, c'était vraiment dur. Mais j'ai bien tenu. Et le staff technique était vraiment content de moi parce qu'on avait pas mal tu sais, en préparation, toujours beaucoup de jeunes joueurs qui arrivent et donc ils jaugent un peu qui a le niveau, qui l'a pas, etc. Et le coach, après 2 semaines, directement venu, il m'a dit, écoute, nous, on est super content de ton travail, continue comme ça, tu seras récompensé, quoi. Et enfin, au premier match, ils me font rentrer à 20 minutes de la fin, je marque mon premier but, tu vois. Hmm. Et mais là, j'étais attaquant, hein. Oui, à l'époque, Donc, tu étais attaquant, c'est vrai. j'étais attaquant. Et puis là, j'ai chopé des fins de match tout le temps, tout le temps. Après un mois, il me prolongeait. Donc, il Ok. m'avait signé et il m'offrait déjà un nouveau contrat. Enfin, après un mois, j'exagère un peu. Ça devait être début de saison, donc premier tour de ma première saison. Et puis après, c'était parti, quoi, tu vois. J'étais un élément vraiment du groupe et c'est parti vraiment voilà de ce noyau professionnel Hmm. qui allait voilà créer l'histoire du club où on fait sur les 5 ans où je suis passé là on fait coupe championnat euh, et donc là les gens qui se permettaient de douter de moi ont dit ouais, finalement franchement chapeau la plupart ont été très ils ont pas été de mauvaise foi. Ils ont admis ils y croyaient Ils ont pas amené, et ouais, ok. Hmm. et beaucoup étaient contents pour moi de me voir signer à Bruges, mais Ouais. et mettaient énormément de doutes. Mais en fin de compte, il y a eu un mea culpa en disant, franchement, on pensait pas que ça allait se passer comme ça. Chapeau à toi, tu vois. Ouais, c'est beau. C'est beau que ça Mais finisse comme ça. ouais, c'est beau, mais tu vois, c'est la nature humaine et c'est là où les gens, je sais pas si c'est être envieux, jaloux ou complètement n'avoir ou vraiment aucune connaissance. Tu sais, les gens aiment bien parler sans savoir. Et ces gens-là qui m'avaient félicité d'avoir finalement réussi à faire le pas, se sont remis à douter quand j'ai signé au Hmm. PSG. Hmm. Et là, c'était vraiment, ouais, là, t'exagères. C'était genre, t'exagères, ne signe pas au PSG, quoi, va, je sais pas où, enfin, tu vois, mais là, et ces mêmes personnes ont encore émis des doutes, tu vois. Ouais. Il y avait
il y avait énormément de contentement aussi, mais là, il se disait, putain, il va aller faire quoi? Juste jouer touriste à Paris. Enfin. Et finalement, j'ai signé à Paris. Premier match, mais un doublé contre le Real, en tournée américaine. Enfin, tu vois, voilà, je dis, c'est bon, laissez-moi jouer au football, je sais ce que je fais. Enfin, et puis même dans l'optique où je ne serais pas parvenu à faire le pas, Mhm. je veux dire, il y a combien de possibilités? Quel était le pourcentage de chances pour que le Paris Saint-Germain vienne faire ses emplettes C'est dans le clair. championnat de Belgique? C'était C'est jamais clair. arrivé. Non. Tu Non, vois, c'est et clair. ça n'arrivera probablement plus jamais, Non. peut-être. Non. Tu vois, et donc j'ai été le seul joueur du championnat de Belgique à faire le pas vers le Paris Saint-Germain, Mhm. et on parle version Qatar. Oui. Je veux dire, c'est un privilège, c'est une chance immense. Et de quel droit est-ce que j'aurais dû refuser cette opportunité juste parce que les gens se permettaient de douter de moi? Et donc, c'est quand même un peu, enfin, on marche sur la tête, quoi. Tu Ouais, vois, t'as raison. T'as ils sont raison. pas moi, ils savent pas ce que je ressens, comment je vois les choses, quelle confiance j'ai, quelle qualité, etc. Tu vois. Après, voilà, en fait, ça a été soudain et je leur en veux pas, hein. Je leur en veux pas parce qu'aujourd'hui, ben, ils se disent finalement, Meunier, il a une sacrée carrière. Et, euh, et, et et donc, ben, après, c'était donc Virton, Bruges, Bruges, Paris. Et puis là, ben, finalement, après Paris, où que j'aille, ben, pour eux, voilà, j'allais le faire. Puisque Ah oui, t'avais fait le plus dur. finalement, à Paris, c'était déjà dans le haut du panier. Bah oui, Donc, bien sûr. tu vois, Bien sûr. peut-être si j'avais signé au Real Madrid, il serait dit, T'abuses encore. ouais, t'abuses encore, tu vois. Vas-y, arrête, quoi. Ouais, va jouer à Dijon ou je sais pas où, mais sans manque de Non, non, et respect, puis bien en sûr. plus, Mais et comme tu dis, en plus, à chaque fois, ça a été des expériences où tu as eu énormément de temps de jeu, où tu as où été j'ai un élément joué, important du club, où ça s'est très bien passé en plus. Donc, non, ça s'est toujours bien passé. Enfin, je veux dire, que ce soit en Turquie, maintenant ici à Lille, à Bruges, à Dortmund, j'ai eu mes 2 premières années qui étaient très très bonnes. Et puis les deux années après où j'ai eu énormément de blessures et ça a été vachement plus compliqué. Mais voilà, sans non plus, j'ai pas disparu de la circulation du jour au lendemain. non. T'as pas Et été poussé dehors parce que t'avais pas le ah non, niveau, il n'y a non, jamais eu tout ça. du Il tout, n'y a jamais eu tout ça. du tout. Non. Et donc voilà, ça a été, je veux dire, je peux pas tromper les gens. Enfin, tu vois, je suis médiatisé, je suis une personne avec de la notoriété, etc. Je veux dire, tous les matchs sont transmis à la télé. Je peux pas, pendant 15 ans, juste être une arnaque. Enfin, tu vois, c'est pas possible. Non. C'est pas possible. Non, Alors c'est oui, vrai. je peux plaire à certains, moins à d'autres, parce que, par exemple, on aime les joueurs un peu plus léchés, euh, on aime les joueurs qui sont peut-être plus petits, plus grands, plus techniques, plus ci, plus ça. Enfin, Oui, tu vois, oui. chacun a son Ouais. avis et ses préférences, mais on pourra jamais dire que j'ai pas mérité ce que j'ai reçu. Non, c'est vrai. Et moi, je C'est sais vrai. qu'au fond de moi, je me suis toujours donné à 100%, et donc toutes les personnes qui ont douté de moi, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, le CV, il est là, et s'ils le connaissent pas, il y a Wikipédia, il y a Transfermarkt, et ils peuvent aller voir ce qui s'est passé, les trophées gagnés et tout. Et là, il y aura plus personne qui pourra parler. Et c'est ça aussi, avoir un minimum de fierté, tu vois, faut assumer son rôle. Et des fois, tu vas à contre-courant, et ça passe ou ça casse. Je veux dire, si j'avais choisi, quand j'étais à Virton, j'avais des propositions de clubs de bas de classement. Mhm. De D1, certes, donc c'était quand même un pas incroyable, mais de bas de classement. Ben ouais, j'aurais joué le maintien, je me serais jamais montré, et c'est préférable d'aller plus haut, et puis de se dire, si ça marche pas, je peux redescendre. Ouais. Mais si ça marche pas dans une équipe qui joue la relégation, ben, tu redescends d'une Mhm. division, Mhm. pas d'un, tu vois? Ouais, c'est Donc vrai. C'est il y a, vrai. il y a aussi des risques à prendre, et tu dois être conscient de ça. Des fois, il faut juste oser et pas trop se poser de questions, tu vois. Et ça a été, je pense, ma force, c'est que je me suis toujours fait confiance, et ça a pleinement fonctionné. C'est ce que j'allais te poser comme question. Ces petites voix, ces jugements, ces craintes qu'on pouvait avoir autour de toi ne sont jamais rentrés dans ta tête. Ça ne t'a jamais affecté personnellement? Bah, personnellement, après, ça dépend un petit peu où tu joues, hein. Par exemple, en Allemagne et en Belgique, les gens sont assez respectueux. Ils émettent des avis, etc., mais sans être virulent, sans être agressif. Moi, ce qui m'a affecté le plus, c'était que des fois, on prenait en grippe des gens de ma famille et tout, Ouais. parce que c'est moi qui étais sur le terrain.
parce que bon match, parce que mauvais match, ça allait dans les deux sens, hein. Enfin, je veux dire, ça a pu avoir des répercussions autant sur ma femme que sur ma famille et autres. Ouais. Et c'est là où tu vois que le foot va trop loin. Ça doit rester sur le terrain et chacun a le droit d'émettre un avis, bien sûr, mais tu sais que je veux dire, les réseaux sociaux, c'est peut-être c'est une très très belle invention, mais c'est aussi peut-être la plus pourrie de tous les temps. Hmm, Parce que les gens ont une petite mentalité, ils sont incapables de réfléchir avant d'écrire. Tu vois, ouais. d'abord ils agissent et après ils pensent. Ouais. Et donc ici il peut y avoir des répercussions. Mais tous les footballeurs ont déjà connu ce genre de Ouais. situation Ouais. où tu te fais insulter, etc. Et moi franchement ça me fait ni chaud ni froid. Et donc j'arrive à faire la part des choses. Maintenant tout le monde n'a pas ce recul. Et une insulte, ça reste une insulte. C'est quand tu prends les mots pour ce qu'ils sont, ben tu te dis waouh, pourquoi? Ouais, c'est Mais vrai. ça s'est tellement généralisé et neutralisé que en réalité, moi, j'ai eu enfin, notre génération, je pense qu'on a eu de la chance parce qu'on a connu cette transition, Oui. Internet, téléphone, smartphone, etc., Oui. le social media et tout. Donc on sait ce qu'il y a avant. On sait que la vie c'est pas ça. Et Mais nos enfants. mais nos enfants et surtout, après, je sais pas si mes enfants joueront au foot, mais je serai un très bon éclaireur, ça c'est certain. Mais quand tu vois ici les jeunes maintenant du centre de formation, même en équipe nationale, on a des jeunes de 17, 18, 19 ans. Enfin, tu vois, et en club c'est pareil, c'est réseaux sociaux, quoi, tu vois. Oui. Et donc ils sont nés avec ça. Et je sais pas. Après, est-ce que justement ils seront plus habitués et de se dire, bah en fait c'est la norme, c'est normal Oui. de se faire insulter, tu vois. Et donc peut-être que ça peut les sauver. C'est possible. Mais je leur conseille franchement de prendre leur distance avec ce genre de choses, ou du moins d'engager peut-être une équipe de com, de faire le travail par quelqu'un d'autre, que ce soit un pote, la famille, un community manager ou quoi que ce soit, Oui. parce que il faut pas que eux tombent justement dans ce truc quoi. Et je veux dire, à l'heure actuelle, il y a des gens qui se suicident parce qu'ils sont insultés sur Oui, oui, Internet. oui. Oh Ici, oui. on parle football et Ouais. juste parce que c'est populaire, ben, on est obligé de l'accepter. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Non. Et, Non, non, je suis d'accord avec toi. ici en Belgique, par exemple, il y a une ministre. Je pense pas que ça passera parce que c'est aussi un lobbying, etc. Mais qui disait, ouais, les réseaux sociaux avant 15 ans, il faudrait une autorisation, il faudrait pouvoir créé une loi qui interdise aux enfants avant 15 ans d'être sur les réseaux sociaux. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, tu vois. Et je pense il peut y avoir des logiciels d'identification et tout, qui pourraient permettre ce genre de choses. Et même au niveau, enfin, après, je veux pas en faire un débat, mais au niveau société, que ce soit à l'école, etc. Tu vois aussi, enfin, les résultats chutent, les jeunes sont plus concentrés. Hmm. Il y a que les téléphones qui comptent. Non, mais c'est Même les vrai, c'est une parents vérité. tombent dans le panneau, tu vois. C'est une vérité. Et, et des fois, ouais, ça devient, enfin, on est dans un monde un peu spécial, quoi. Oui, c'est clair. C'est clair. Je dis toujours, c'est une énorme opportunité de base, les réseaux sociaux. Ça nous Mm. permet d'être en contact avec vous. Moi, ça m'a permis de réaliser mon rêve en recevant chaque semaine des footballeurs pour échanger avec vous comme on le fait là de manière un peu privilégiée. Mais ça peut être aussi utilisé comme une arme dévastatrice. Donc, vaut mieux réfléchir à deux fois avant de taper ce qu'on a Mm. envie de taper. Bien sûr. Mais tu as raison d'en parler. C'est important. Et ça a une énorme incidence sur votre carrière aujourd'hui. Donc, tu as vraiment raison d'en parler. Revenons au foot, direct, si tu le veux bien, au carré vert, au rectangle vert. Moi, je t'ai connu. Alors, il y a eu cette fameuse vidéo du coup du foulard. Ouais. Il y a eu cette signature au Paris Saint-Germain. D'ailleurs, dis-moi, Mm. chronologiquement, est-ce qu'elle intervient avant l'Euro, après l'Euro, Elle intervient pendant l'Euro. pendant l'Euro? Ouais. euh, Cet Euro-là, est-ce que. Parce qu'il y avait déjà eu des allers-retours en équipe nationale avant Ouais. l'Euro, tu avais déjà connu ça. Mais jamais sur de la durée, ça a toujours été entrecoupé, ça a toujours, Mhm. il y a eu toujours des moments d'absence après avoir été sélectionné. Est-ce que cette sélection, tu t'y attends ou pas du tout? Ben, il y a du monde à ma place, hein. Donc on avait ben, Anthony Van den Boer, Toby Alderweireld. Voilà, il y a déjà deux piliers entre guillemets devant moi et qui jouaient au club de Bruges. Euh,
Et donc, je faisais des allers-retours, je mettais pour des amicaux, pour des qualifs, etc. C'était un peu au bon vouloir. Et puis Mhm. finalement, euh, je pense que Anthony Van Den Borre se blesse. Il était revenu à Anderlecht, je crois, il se blesse. Et là, ben, il y a une possibilité, quoi. Je faisais une très très bonne saison avec Bruges. On était champion de Belgique, Mhm. jouais tous les matchs, etc. Et donc, je veux dire, je l'ai pas volé, je méritais d'être dans le groupe. Et donc, c'était Marc Wilmots, le coach. Ouais. Et donc, il me reprend. Très heureux de ça. Et donc voilà, on a un premier match contre l'Italie. Laurent Simon jouait à droite. Euh, et puis on perd 2-0 et là le coach décide de faire quelques changements et il m'inclut dans l'équipe quoi, qui commence le match d'après. Et puis je pense qu'on joue l'Irlande. Et bah, c'est un match où ouais, je fais un match incroyable. Je suis partout, devant, derrière, défensivement, offensivement. Et il y avait déjà des petits bruits avec le PSG. Mhm. Et après ce match, mon agent me téléphone et j'avais Middlesbrough à côté. Ok. Et j'avais eu le coach de Middlesbrough, c'était un Espagnol. On te veut et tout et tout. Et mon agent me dit, bah écoute, t'as toujours rêvé d'aller en Angleterre. Bah, Middlesbrough, c'est la première ligue, quoi. Et je dis, on a un truc. Je sentais pas forcément une plus-value sportive par rapport au club de Bruges, qui allait jouer Mhm. la Coupe d'Europe et tout, puisqu'on avait été champion. Mais c'était financièrement beaucoup plus intéressant. Et c'était la première ligue. C'était C'était une quand même porte super d'entrée. Tu mettais attractif. le pied en première ligue déjà. Voilà, c'est ça. Et donc on était presque fixé. Mhm. C'était une question de détail. Et puis quand le PSG a appelé après ce fameux match, ils ont dit on fait Thomas. Donc mon agent me téléphone, il me dit oublie Middlesbrough. Je dis on va où? Et il me dit on va à Paris. J'ai Paris, Paris. Il me dit PSG. Et il me dit viennent d'appeler, ça va se faire, ça doit se faire. On y va, on chipote pas quoi. Et là, je préviens Marc Wilmot, il me dit, eh, tu t'emmerdes pas, il t'envoie l'avion, tu y vas, il n'y a pas de souci, tu t'absentes une après-midi, je te donne l'autorisation C'est et on beau. avance. Mais imagine, j'étais tombé sur un dictateur qui dit non, la préparation, c'est la préparation. C'est vrai. Il y avait pas, tu vois, donc merci Marc. Mais tu sais, t'as des gars comme ça qui Ouais, sont à c'est vrai, cheval. c'est Non, vrai. personne ne quitte le rassemblement. On est en plein tournoi, ça ne se fait pas. C'est Tchic et vrai. tchac. Mais je sais qu'à ce moment-là, il y a deux, trois joueurs de l'équipe qui jouent vraiment un transfert. Et donc, je pense que le coach était aussi au courant, parce qu'avec la presse, etc., il savait que il y a quelque chose qui pouvait se passer à tout moment. Mhm. Et donc, ben, PSG envoie un avion. On avait notre camp de base à Bordeaux. Et là, ben, je fais l'aller-retour. On signe, c'est réglé, quoi. Waouh. Et donc là, après, je rentre à l'hôtel en tant que plus de joueur du club de Bruges, mais je suis à ce moment-là joueur du Paris Saint-Germain, quoi. Et C'est là, fou. ça change complètement la donne, Ouais, tu c'est vois. fou. C'est fou. Après, je fais un super tournoi dans la dynamique et dans la vibe super positive de cette signature. Et puis, ouais, on se fait sortir en quart, pour moi, ça restera quelque chose de sensationnel, quoi. Ça a été un été fou pour toi, mais bon, c'est dans la lignée encore déjà précédentes années qui sont déjà Ouais, complètement folles. Ou comme tu bien dis, folle. à chaque fois, t'es monté d'un cran Ouais. au-dessus. C'est fou. Parlons un petit peu collectif parce que je pense que tu as entendu cette question à maintes et maintes reprises, mais j'ai toujours adoré cette sélection belge. De par les talents qu'il y avait dedans, de Mm. par la perspective de génération dorée qu'il y a eu. Il y a eu tellement d'attentes autour de cette sélection que forcément, quand il y a autant d'attentes, tu es obligé de décevoir quelque part parce que tu peux pas répondre à toutes ces attentes-là. Mais Mhm. ça commence pour moi déjà, même un petit peu avant, mais en 2016, où il y a un effectif qui est vraiment impressionnant, qui a le potentiel pour aller chercher le sacre au bout. On va garder un peu en fil rouge la sélection et son évolution, mais dis-moi, sur cet euro-là, euh, qu'est-ce qu'il a manqué à cette sélection pour aller au bout? Parce que tu dis, vous faites sortir en quart. Il y a quand même un parcours avant ça, avec des buts, avec du jeu, avec un enthousiasme dingue. Marc Wilmot, à ce moment,
Et vraiment, on a l'impression, la bonne personne au bon endroit pour faire franchir des paliers à cette sélection. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait. Il a fait franchir des paliers à cette sélection. Mhm. Qu'est-ce qu'il a manqué pour que les petits détails passent en votre faveur à vous à ce moment-là de votre évolution en 2016? Alors, je pense que contre le Pays de Galles, qui a fait probablement un de ses meilleurs matchs, je pense, dans une compétition européenne, parce qu'ils avaient été cliniques. C'était un truc de fou. Ils surperformaient, je trouve, malgré qu'on avait fait le 0-1 avec une magnifique Ouais, frappe de Nainggolan. Mais ils ont fait vraiment le match parfait. Et nous, je crois que quand on a mis 0-1, on est tombé un peu dans une suffisance. Parce qu'il n'y avait pas énormément de rythme. Enfin, je me souviens un peu enfin, du match comme si c'était hier. Et déjà, avant le but de Raja, on n'arrivait pas à créer énormément de choses, même si on avait la possession. Et après, tu as ce but qui tombe un peu de nulle part. C'est un peu miraculeux. Et après, il y a eu aussi, je sais pas, je pense qu'on n'était pas peut-être assez mature. ok. Euh, et là, je me suis dit, parce que, enfin, je dirais, quand t'as l'avance dans un tournoi, hein, surtout dans un match où il y a l'élimination directe, tu te dois de tuer l'adversaire. Mhm. Tu peux pas rester sur un 0-1 et te dire, c'est bon, on va gérer. Non, non, tu dois l'achever. Surtout que tu es en possession, que tu es dominant. Et en fait, on n'est jamais parvenu à faire le creux. Mhm. Et c'était assez, face à un bloc bas bien organisé, etc. On n'est jamais parvenu à trouver la faille. Je trouve que ce tournoi-là a vraiment eu des répercussions sur le reste enfin de l'histoire de, des Diables Rouges, parce qu'après ça, on n'a fait que de s'améliorer. Mhm. Les matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde en Russie, où on a survolé, et avec beaucoup plus de sérieux et justement de maturité, ce qui nous avait manqué à l'Euro. Et pour arriver en Russie, on était chargé. Franchement, on était au max. Et ça s'est vu durant le tournoi. Mhm. On a vraiment fait ce qu'il fallait. Euh, que ce soit en poule, déjà, les 3 matchs de poule qui nous ont qualifiés. Et après, avec Japon, on revient alors qu'on était mené 0-2. Match contre le Brésil, on sort le Brésil. En étant aussi vachement dominé, mais en ne rompant jamais. Et puis après, le match contre la France, où en fait, c'est du 50-50. Euh, et donc, on n'a jamais réitéré l'erreur qu'on a faite à l'Euro 2016. C'est vrai. Et pour moi, la Coupe du Monde 2018 était vraiment la campagne par excellence que l'équipe nationale belge doit mener à chaque tournoi. Et franchement, c'était sensationnel. Pour moi, ça restera un souvenir. Enfin, c'était magique. Tout le long du tournoi, je veux dire, que ce soit l'organisation, les stades, les résultats, prestations collectives, individuelles, c'était vraiment sensationnel. Bon, t'as foutu en l'air enfin, toute l'organisation de mon interview, mais c'est pas grave. Ah, pardon, On va... pardon. Ouais, je réponds aux questions avant même que tu les poses. Non, mais C'est c'est beau vrai. quand même. Tu fais bien d'y répondre avec honnêteté et sincérité, avec tout ce qui vient. C'est comme ça qu'il faut faire. Mais c'est bien, t'as tout foutu en l'air. Mais parlons-en de ce mondial 2018. Ça devait venir après dans la chronologie, mais parlons-en. Parce que bon, on a mis le pied dedans, on a mis le pied dedans. Vas-y. Pour moi, c'est quand même, à contrario de ce tournoi en 2016, euh, comme tu dis, je vous vois différent. Là, je vous vois un peu. Je fais le parallèle avec l'équipe de France, parce que pour moi, en 2016, l'équipe de France, elle est dans les prémices de ce projet avec Didier Deschamps, même s'il y a eu un mondial avant, mais on sent quand même qu'il y a une équipe qui est en train de franchir des étapes petit à petit. Ça ne joue à rien pour devenir champion d'Europe, mais on sent qu'il y a une marge de progression quand même. En Mhm. 2018, on les sent armés de manière un peu différente. Vous, même par rapport à cette équipe de France, je vous sens en avance. C'est-à-dire que je vous sens plus fort que les Bleus au moment où vous commencez le tournoi, même au moment de la confrontation directe. Très honnêtement, j'essaie de réfléchir si j'ai pas un match qui m'échappe, mais vous étiez l'adversaire qui me faisait le plus peur. Parce que pour moi, elle était pour vous cette Coupe du Monde. Je le voyais dans l'évolution logique, dans l'évolution individuelle des gars, collective et tout. Je voyais que vous alliez au bout. Eden Hazard, je trouve, est au firmament de sa carrière. Mhm. Je trouve qu'il est, voilà, il est au top du top. T'as Kevin De Bruyne aussi qui est là, qui a montré énormément de belles choses. Il y avait toi, il y avait tout le monde, tous les éléments étaient réunis. Est-ce que tu as répondu un peu en me disant que vous avez ressenti cette suffisance-là en 2016, pas en 2018? Quand vous affrontez
le Brésil que vous passez, est-ce qu'il n'y a pas une sensation de on a fait le plus dur? Parce que symboliquement parlant, le Brésil, c'est le Brésil. On a ressenti ça nous aussi en 2006, où quand tu passes le Brésil, normalement tu vas au bout. Vous avez ressenti ça ou pas? Non, non, on n'a pas, on s'est pas reposé sur nos lauriers après avoir battu le Brésil. Ok. Non, je pense que ici, le match contre la France, euh, j'ai senti qu'en fait, on avait donné énormément sur les deux matchs Japon et Brésil parce que, en fait, le Japon, on a dû surjouer pour revenir dans le match et remporter ce match. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'énergie dépensée. Et contre le Brésil, en fait, ben, tu as été dominé tout le match. Ouais. Tu as mis deux buts sensationnels, mais tu as été dominé tout le match. Et arrivé au match contre la France, entre l'émotionnel qui prend énormément de place et qui pèse sur ton mental, le physique où en fait ben, tu joues avec ton presque tous les matchs, tu les as joués avec ton même 11 de départ à une ou deux Mhm. positions près. Mhm. Et là, tu te dis, là où, enfin, la France fait toujours la différence, je trouve, c'est via son noyau, parce que, je veux dire, vous avez 20 joueurs qui peuvent être Ouais. titulaires. Il y a un vivier dingue. Il y a un C'est- vivier incroyable, Ouais. ce que nous, on n'a pas, et déjà à ce moment-là. Et donc, on reste dans la dynamique d'un même, on va dire, 11 de base. Et là, en fait, tu sens que tu arrives à une fin de tournoi et où la moindre erreur d'inattention, ben, peut Ouais. provoquer quelque chose de cataclysmique. Et en fait, voilà, on perd 1-0 contre la France, qui pour moi ne dégage pas autant d'assurance que l'équipe belge, Non. qui avait, tu sais, avec des joueurs comme Vertonghen, Compagnie, etc., Vermaelen et tout. Tu sais, tu te dis, ouais, ils sont là, quoi. Les Mhm. tauliers, ils sont là, ils sont dans le game depuis des années, ils ont joué pour les plus grands clubs. C'est pas facile de bouger, où tu as la France qui joue avec énormément de talents, qui qualitativement sont probablement à une moyenne plus haute que la Belgique, mais qui dégagent pas cette assurance et ce, Ouais. ce côté un petit peu, on va tout balayer, quoi, tu Ouais. vois. Je suis d'accord. Mais, il y a rien à faire. Quand tu as des mecs en pleine confiance, avec énormément de qualité, tu sais qu'à tout moment, parce que ce match-là, je veux dire, ça peut aller dans un sens comme dans l'autre, Ouais. mais je me souviens surtout que la France a eu des occasions qui ont été super, super franches et nous ont déjoué pas mal de fois avec que ce soit Kylian ou peu importe, mais ils ont vraiment, enfin, c'est là où la richesse de la France, c'est vraiment les qualités individuelles sont Mhm. sensationnelles. Mhm. Et, et, et on le voit, enfin, c'est un peu en France, quand tu transposes ça avec les histoires des clubs en France, ben en fait, collectivement, les équipes françaises n'ont pas rapporté énormément de prix au niveau européen, mais elles ont sorti des joueurs Ouais. que tu retrouveras jamais dans d'autres nations. Non, c'est vrai. Et C'est vrai. je veux dire, quand tu compares par exemple l'Allemagne actuellement, où si tu demandes aux gens de citer des talents, ils vont te dire Wirtz, Musiala, après je bloque un peu, et l'équipe de France, je peux t'en citer 40. Ouais. Même les U23, même les U19, il y a Ouais, déjà c'est des mecs vrai, qui c'est jouent. vrai. Enfin, tu vois, c'est un truc de fou. C'est Mais, totalement vrai. mais, mais collectivement, ils avaient que rarement fait la différence. Et là, enfin, tu vois qu'en équipe de France, c'était vraiment, ils ont vraiment assumé. Enfin, cette insouciance a probablement aussi joué en se disant, oh, de toute façon, on est là, on va le faire. Enfin, tu vois, tu sais, les mecs se posent pas de questions. C'est-à-dire que c'est l'image qui dégage aussi. Oui. Tu vois, ils sont très sûrs d'eux et il se passe ce qui se passe, mais nous, en tout cas, on doute pas. Et donc, ça commençait à venir, ça, un peu ce truc-là. Et puis après, tu l'as vu, hein, dans les tournois qui ont suivi. Je pense que c'est vraiment ce qui a fait la différence entre l'équipe de France et l'équipe de Belgique en Coupe du Monde en Russie. T'as raison, le sentiment que je ressentais de la part de la Belgique, le côté un peu sûr de soi, où tout le monde arrive au même moment, entre guillemets, à son prime, Mhm. donc tout est réuni pour réussir. Je l'ai ressenti par exemple au Qatar pour l'équipe de France, où j'ai senti une assurance, j'ai senti une Ouais, force qui était là, qu'elle soit collective, qu'elle soit physique ou autre, où pour moi ouais. l'équipe de France devait aller au bout, pareil, de ce tournoi-là. Euh, je, je revois les actions du match entre la France et la Belgique. Comme tu dis, pour moi, ça peut aller des deux côtés. Je trouve qu'il y a globalement, j'ai tendance à penser quand même qu'il y a une domination belge dans la possession, dans ce genre de choses. Euh,
on est moins dominé que ce qu'on a pu connaître 2 années plus tôt contre l'Allemagne en demi-finale, où là vraiment on s'en sort. Je sais pas comment on s'en sort avec un 2-0, mais on y arrive. Pour la Belgique, je sens que c'est un peu plus ouvert, mais pour moi, franchement, c'est pas volé si la Belgique gagne ce match. Euh, Au sortir de cette rencontre, ça a fait le tour du monde. Je t'en reparle aujourd'hui parce que justement, on a le recul. Il y avait Thibaut Mhm. Courtois qui avait été un peu sur cette interview, la risée un peu au niveau international parce que en gros, il avait un peu les boules de sortir et qu'il avait Ouais. dit qu'en gros, la France avait un peu volé. Enfin, c'était un hold-up, quoi. Est-ce que toi, genre, est-ce qu'à l'instant T, tu as ce sentiment? Est-ce Non. qu'aujourd'hui, avec le recul, la vision est différente? Non, bah, moi j'étais suspendu pour ce match-là, donc Ouais, j'étais en tribune, donc je l'ai vu d'une manière un peu différente qu'un joueur qui est sur la pelouse. J'avais beaucoup plus de recul et j'aurais jamais pu dire, de mon point de vue, en étant en tribune, on s'est fait voler. ok, Parce que pour moi, j'avais l'impression que on s'en était bien sorti. ok. Et donc oui, c'était un peu 50-50, la possession, etc. Mais la France avait été redoutable en transition. Et de ce que je me souviens, il y a eu beaucoup plus de dangers concrets Ça, c'est de vrai. la part de l'équipe de France que de la part de l'équipe C'est belge. vrai. Même si on a fait jeu égal, et c'était pas volé, c'était pas du tout volé. Je dirais, il y avait pas eu un bloc bas et vas-y, on essaye de tenter un truc. Je dirais pas du tout. Et donc, je pense que l'interview de Thibaut a été Thibaut, ouais, c'est un têtu, un peu rancunier, c'est ce qui fait aussi qu'il en est là, parce Ouais. que c'est un mec qui a faim, et certes de mauvaise foi, mais tous les mauvais perdants sont de mauvaise foi, tu Mhm. vois. C'est vrai. Et pour moi, je dirais, quand mes enfants râlent parce qu'ils perdent, moi je suis content, parce que ils sont pas contents d'avoir Ouais. perdu, C'est une et marque ok, d'ambition. certes c'est de mauvaise foi, mais c'est ce qui crée la compétitivité, tu vois. Et ça montre aussi, tu sais, je te le dis franchement, si un de mes gamins me disait après avoir perdu, ouais, l'important c'est de participer, franchement, je serais furieux. Je serais furieux. Ok. Ça, c'est une phrase de loser. Enfin, tu vois, Ok. ça, c'est quand tu sais que t'as aucune chance de gagner, tu te dis cette phrase-là. Mais à partir du moment où on a tous les mêmes armes, tu vois, tu dois y aller pour la gagne. Et Thibaut est un gars qui a faim et qui, voilà, il est au Real Madrid, élu meilleur gardien du monde. Enfin, tu Incontestablement. vois, Ouais. champion avec Chelsea, avec l'Atlético, avec le Real, avec qui tu veux. Enfin, tu vois, même avec Genk, qui c'est en Belgique, je Ouais. pense. Je veux dire, c'est un mec voilà, qui sait ce qu'il dit. Et des fois, oui, certes, il l'a mauvaise, donc forcément, on peut dire des conneries, mais personne ne pourra lui en vouloir à partir du moment où tu comprends, Non. tu comprends enfin, tu vois ça résulte d'un sentiment d'une rancœur et d'une déception, tu vois. Ouais. Donc, s'il avait fait l'interview 2 jours après, il aurait probablement pas prononcé comme Je ça. pense pas non plus. Je pense pas non plus. On a parlé d'Eden Hazard. Tu as croisé des sacrés phénomènes dans ta carrière. Ah ouais. On aura un petit jeu à la fin où on va s'amuser avec ça, mais tu as croisé des sacrés phénomènes dans ta carrière. Alors, j'ai du mal à le mettre dans le même panier que Neymar. Pas par rapport au talent, parce que pour moi, au niveau du talent, après, il y a les goûts, il y a les couleurs. Mais j'ai été plus impressionné personnellement par ce qu'a produit Eden Hazard au niveau auquel il l'a produit, dans l'adversité dans laquelle il l'a produit, que ce qu'a pu faire Neymar. Ça n'enlève rien à ce qu'il a fait. Je sens que les réseaux sociaux vont s'affoler. Je vais me prendre une tempête. Bref, j'assume. Mais Eden Hazard, faire ce qu'il a fait en première ligue, pour moi, sur le baromètre, c'est très haut. C'est très, très haut. Mhm. Ça ne veut pas dire qu'en Liga et en France, c'est facile, mais je trouve que c'est quand même très dur de le faire de manière aussi répétée sur la durée en première ligue. Qu'est-ce qu'il a manqué à Eden Hazard pour toi? Je n'ai pas envie de dire ballon d'or parce que tout se résume pas à ça, mais pour qu'il soit dans ce panier-là, qu'est-ce qu'il a manqué pour toi? C'est peut-être une Coupe du Monde, comme là, que cette Mais Coupe du Monde-là lui arrive dans les mains? je pense pas qu'un prix collectif change quoi que ce soit à la qualité d'un joueur, tu vois. Ok. Et, euh, et pour moi, un bon joueur, c'est un bon joueur. Et des fois, il faut avoir de la chance d'être dans une bonne équipe ou dans une très bonne équipe. Et Eden, en fait, a
a toujours joué. Pour moi, ce qui est remarquable chez Eden, c'est qu'il a toujours joué. Il a toujours joué avec le cœur. C'est-à-dire, c'est pas un mec qui calcule, etc. Je veux dire, j'ai jamais vu Eden se prendre la tête avec un joueur ici en équipe Mhm. nationale, ni faire des commentaires négatifs à tire larigot ou jeter la pierre sur quelqu'un. Enfin, tu vois, Eden, Eden, c'est un gars simple qui respecte ses coéquipiers et qui donne toujours tout sur un terrain. Mhm. Et moi, j'ai pu, je l'ai jamais connu en club, je l'ai connu en équipe nationale et j'ai pu me constater. Je veux dire, voilà, c'est un joueur que tu as envie d'avoir dans ton équipe. Et en plus de ça, pas seulement humainement, mais footballistiquement, il est au-dessus du lot. Mhm. Et on l'avait vu, par exemple, enfin, l'exemple parfait en équipe nationale, c'était cette Coupe du Monde 2018 où il a porté l'équipe sur ses épaules. Et il a tout fait pour aider un collectif. À aucun moment, il s'est dit, je veux tirer mon épingle du jeu, je vais me la jouer solo. Non, son épingle du jeu, il l'a tiré parce qu'il a vraiment, il était derrière l'équipe, il l'a poussé, il a dit, on va le faire, les gars, tu vois. Et ça, c'était pour moi la force d'Eden en équipe nationale. Mhm. C'est que voilà, il a toujours joué et pour lui et pour ses coéquipiers en même temps. Et ça, enfin, c'est exemplaire. Il n'y a pas énormément de joueurs comme ça qui sont capables Non, c'est vrai. d'amener tout un collectif derrière eux, tout en se mettant aussi dans une position footballistiquement de leader. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Euh, on arrive à ce transfert du Paris Saint-Germain. Je reprends un peu chronologiquement. On fait un petit bond en arrière, c'est pas grave. Mhm. Mais tu arrives au PSG. Alors on a parlé, tu m'as déjà parlé de ces avis péjoratifs avant de connaître l'aventure qu'il pouvait y avoir autour de toi. Maintenant, toi, dans ton adaptation, est-ce que tu as une période où il faut se mettre au niveau techniquement, athlétiquement, tactiquement, qui est un peu difficile ou pas? Se mettre au niveau, ça voudrait dire que j'étais pas au niveau. C'est Euh, vrai. j'ai dû m'adapter. Je l'ai vu, premier stage avec le Paris Saint-Germain, j'oublierai jamais ce moment, c'est fou, mais il y a des trucs comme ça à la con qui te restent gravés dans ta mémoire. Je suis échauffement, on est en stage je crois que c'est Miami ou Los Angeles. Je suis dans un taureau. Ouais. Et autour de moi, il y a en fait, il y a Mota, il y a Marco, il y a Di Maria, il y a Cavani, enfin, la grosse artillerie T'as en choisi le somme. bon groupe. Et moi, je suis dans le taureau parce que je suis plus jeune, Mm. avec, non, pas plus jeune, mais parce que ils me mettent dans le taureau parce que je suis nouveau et ils Mhm. mettent à côté de moi un jeune. Je sais plus qui c'était. Je me demande si c'était pas Presnel. On est resté dans le taureau. Le taureau, donc 6 contre 2, hein. Mais c'est un petit espace. Donc tu te dis, ouais, après maximum 10 passes, tu récupères la balle. J'ai l'impression de n'avoir jamais quitté ce taureau. Tu vois, c'était infernal. C'était infernal. Ça allait en une touche. C'était trop vite. J'étais à peine prêt pour presser le mec qui recevait le ballon, qu'il l'avait déjà transmis. Et c'était un carrousel qui s'arrête pas, en fait. Ouais, T'es coincé dedans et t'arrives pas à descendre. Eh ben, c'était exactement c'est ça. Et là, incroyable. je dis waouh. Et franchement, ça m'a fait prendre conscience putain, le niveau est vraiment haut. Ok. Le niveau est vraiment haut et c'est là où tu te dis, c'est là où tu dois vraiment réaliser que tu t'arriveras jamais à ce niveau-là, techniquement parlant, parce que ces mecs-là, tu sais, Mota, tu lui mets une balle, mais catastrophique, il en fait un bon ballon. Mm. Oh, il était fort. C'est ça la magie Ouais, il des était mecs. Et fort. ils ont toujours fait ça. Je veux dire, ils ont percé en étant pro parce qu'ils rendaient de mauvaises choses bonnes. Mm. Je veux dire, moi, mon jeu, c'est là où tu dois prendre conscience que tu n'arriveras pas au niveau technique de ces gars-là, même si j'ai toujours eu un bon niveau technique, Mhm. surtout pour un défenseur, grâce à mon Oui, background d'attaquant. c'est vrai. Mais eux, ils sont encore une classe au-dessus. J'ai Verratti, etc. On sait tout ce qu'ils peuvent faire avec un ballon. Et c'est là où tu te dis, si je veux tirer mon épingle du jeu, il va falloir que je joue sur mes qualités. Ouais. Parce que j'ai aussi des qualités que eux n'ont pas. Mhm. Et c'est là où on crée une alchimie aussi, hein, un groupe franchement homogène, c'est que il faut de tout pour faire un monde, et dans cette équipe, on avait tout ce qu'il fallait pour faire une bonne équipe. Mm. Et donc là, j'ai vraiment pris conscience que je devais pas essayer d'arriver au niveau de ces gars-là, parce que dans leur position, dans leur style de jeu, etc., c'était vraiment le top. Et il me faudrait des années-lumière pour
pour pouvoir les rejoindre à ce Ouais. niveau-là. Et c'est j'ai vraiment la pièce, elle est tombée. Elle dit, là, si je veux pouvoir jouer au Paris Saint-Germain, il faut vraiment que je me base sur mes qualités à moi et que je les perfectionne, que je les développe. Et ça a super bien fonctionné. Ça a Je super veux bien dire fonctionné. que sur ce coup-là, Unai Emery m'a bien aidé parce que mes forces, c'était vraiment mon attrait offensif, Mhm. où je pouvais clairement aider offensivement, mon physique, mes courses, ma compréhension tactique. Je veux dire, c'était des choses assez simples. C'était pas dribbler trois joueurs, Mhm. c'était pas devenir un métronome, c'était pas, tu vois. Donc voilà, je devais vraiment me concentrer sur ce que j'avais déjà et que je pouvais faire fructifier, et ça a super bien marché. Quand on te met dans la concurrence avec Serge Aurier, pareil, Ouais. tu pars perdant sur le papier. Ou d'ailleurs, dis-moi, est-ce qu'on te fait venir en doublure ou pas du tout? Est-ce qu'on te fait venir et il y a une concurrence? Comment ça se passe? Non, on me fait venir Un joueur normal, ouais, on t'explique pas que tu vas être une ouais, doublure. un joueur, un concurrent, quoi, tu vois. Mais pas en me disant, ouais, Serge qui est là, tu joueras quand on aura le temps de te mettre sur le terrain. D'accord. Non, pas du tout. Ok. Non, non, après, voilà, Serge était connu je pense qu'il venait de Toulouse. Donc il était connu de la Ligue 1, de la France. Il avait déjà joué pas mal de matchs avec le Paris Saint-Germain, a fait de bonnes prestations et tout. Euh, et après, moi j'étais dans mon rôle de, je suis là, je vais faire ce que je peux pour bouger Serge. Même si je me rends bien compte que c'est pas quelque chose de facile à Non. faire parce que Serge Aurier reste un excellent joueur et, euh, et donc je donne juste mon maximum en fait. D'accord. Et en sachant que tu sais t'es au PSG donc tu joues tes 34 matchs du championnat de France, Mhm. il y a la Coupe de la Ligue, il y a la Coupe de France Mhm. et la Champions League. Donc potentiellement, tu as 70 matchs à jouer. Donc tu sais que tu vas avoir ta chance. Ouais. C'est juste être présent au bon moment. Finalement, j'ai eu quelques possibilités de jouer et ça s'est super bien passé. Et petit à petit, j'ai pris le dessus sur Serge, quoi. C'est vrai. C'est vrai. Mais Euh, c'était une concurrence, tout ce qu'il y avait de plus saine. Et en plus, enfin, je m'entendais très très bien avec Serge. ouais, c'est un bon gars. Et c'est un bon mec. Bon mec. C'est vraiment, ouais, t'as raison, c'est un bon mec. Bon, on arrive évidemment à cet épisode de la Champions qui. T'en as parlé hein, en interview. T'as dû en parler, t'as dû ressasser cet épisode, mais j'ai quand même des questions pour toi. Je suis désolé. Mhm. Pas Euh, de souci. j'ai eu la chance de parler avec l'ancien chargé de communication du Paris Saint-Germain qui s'appelle Yann Guérin. Ouais. Très bonne personne également. Je vous invite à aller voir cette interview, elle est fascinante. Qui m'a expliqué un peu comment se passait la vie en interne au Paris Saint-Germain quand tu gères la communication, que ce soit avant, pendant, après les matchs, etc. Et on a pris cet exemple notamment de la remontada en point d'orgue, parce que pour lui, il y avait quand même des signaux. Alors c'est très facile de parler après, et il le dit, mais il y avait quand même, quand il analysait, des signaux euh, que le Paris Saint-Germain inexpérimenté de l'époque, de manière globale, hein, je ne parle pas de l'équipe, je parle de manière globale inexpérimenté à ce niveau-là, a pu commettre qui étaient évitables, qui ne seraient pas commises aujourd'hui. Je te les énumérerai au fur et à mesure du développement de cette double confrontation. Tu me diras si tu es d'accord ou pas. Avant le match, allez, le Barça est forcément favori de cette rencontre, parce que c'est le Barça, même si le PSG est très bien vu. Vous êtes dans quel état d'esprit? Est-ce que vous les voyez favoris? Ou est-ce que pour vous, vous êtes d'égal à égal, même s'il y a Messi, Neymar en face? Je sais que toi, tu me diras la vérité, alors je te pose la question à Non, toi. en fait, personne se pose vraiment la question de est-ce qu'on peut les battre ou est-ce qu'on ne peut pas les battre. Je veux dire, à aucun moment, ça a été même une réflexion de se dire on va avoir notre chance ou pas. Euh, je veux dire, le Barça était pas dans une super saison. Non. Nous, on survolait le championnat de France. Je veux dire, on avait des joueurs qui ont joué au Barça, qui ont déjà affronté le Barça. Je veux dire, c'était pas quelque chose d'inconnu. Je veux dire, t'affrontais pas le Yeti que personne ne connaissait, Non. une équipe légendaire. Enfin, je veux dire, et à aucun moment, quelqu'un s'est dit on va le faire, on va pas le faire. En fait, ça a jamais été une question. Ok. Donc on a joué le match comme si on allait jouer le Bayern, Tottenham ou peu importe qui, ou Milan. Mhm. Et on l'a vu, je pense, à domicile, qu'il y avait eu aucun doute sur nos qualités.
on leur met 4-0. Euh, ils, ils ont à peine touché le ballon. C'était incroyable ce match. On a vu un Adrien qui était sensationnel, Presnel pareil, Eddy, Angel, moi, etc. Tout le monde était au firmament en fait. C'était le climax C'est vrai. de la Champions à ce moment-là et donc ça n'a jamais été une question. Ok. Et jusqu'au match retour où là on s'est peut-être posé plus de questions. Euh, Maintenant, est-ce que c'est ça qui a influé sur le résultat et la manière dont on a joué? Il faudrait faire une étude psychologique, mais après, bon. Ok. Je veux dire, le Barça qu'on a eu au match aller et le Barça qu'on a eu au match retour, N'a rien à voir. bon, tu retires Neymar, il gagne pas, hein, il passe pas, Mhm. mais parce que c'est là où j'ai compris que on avait vraiment affaire à quelqu'un de très spécial, de très très spécial. J'ai pas connu Maradona, mais c'était Maradona le mec. Enfin, tu vois, j'ai vu des vidéos, des heures et des heures de Maradona et je peux me faire une idée de qui il était. Et Neymar ce jour-là, c'était Maradona. Et donc voilà, tu t'es tombé sur deux trois gars qui en fait étaient en transe du côté du Ouais. Barça et ont changé tout le jeu. Ouais. Je veux dire, Busquets était phénoménal, Neymar était phénoménal, Suarez dans son rôle de poil à gratter. Oh, Enfin, non, c'était sensationnel là où nous on a pêché un petit peu. Mais après, j'aimerais bien entendre tes éléments quand tu dis qu'il y avait des signes avant-coureurs. ok, je te les énonce. Je te Vas-y. les énonce. Alors, il y a ce match. Et quand je lui dis, ce match, comme toi, j'ai le même bilan. C'est un match exceptionnel collectivement. D'ailleurs, moi, il fait partie, avec le Paris Saint-Germain de cette année, des équipes du PSG qui m'ont le plus touché. Je trouve qu'il n'y avait pas de superstar. Il n'y avait pas de superstar présente sur le papier, mais j'ai trouvé un collectif, un sens du collectif Mm. qui était à l'apogée ce soir-là, qui Ouais, m'a beaucoup ému. Et j'ai retrouvé ça cette saison avec le PSG. ouais, Et donc je lui dis, donc on sort du 4-0, comment tu gères ça? Il me dit, le problème avec un 4-0, c'est que tous les scénarios sont négatifs. En fait, tu n'as aucun scénario qui est positif. Le scénario que tout le monde attendait, c'était une qualification du Paris Saint-Germain. Mais c'est normal, ils ont gagné 4-0 à l'aller. C'est logique. L'autre scénario, c'est le Paris Saint-Germain se qualifie. Ils se font quand même malmener au Barça, ils perdent et tout, mais ils se qualifient quand même. Et le dernier scénario, c'est celui de l'élimination qu'on n'envisage même pas, mais qui est là. Donc il me dit, il n'y a que mm, des éléments qui sont, en tout cas, pas positifs pour l'image de l'équipe. Donc en communication, c'était un peu dur. Et il me dit, on a fait des choses qu'on n'aurait jamais dû laisser faire. Exemple, Luis Enrique sort et il emmène tout le monde avec lui dans c'est possible. Vous allez voir, c'est possible, etc. Nous, même la presse est déjà dans c'est exceptionnel, mais dès le lendemain, et quand même, attention, le Barça peut faire des choses, le Barça y croit, etc. Il y a cette interview, ce contenu que j'ai trouvé exceptionnel, où on te voit avec Julian ah ouais, avec Draxler, Blaise, Julian. Marco Ouais. Verratti, exactement. Tu t'en rappelles très bien. Et ce Ouais, ouais. format, à refaire aujourd'hui, ce serait exceptionnel. J'ai adoré le naturel. On avait l'impression d'être avec vous au bout de la table. C'était excellent comme format. Et je vous ai trouvé super dedans. Mais il me dit, il y a cette discussion. Et il me dit très honnêtement, aujourd'hui, on refait ça. Cette discussion, on la retire du montage final, elle n'est pas autorisée. Parce que, indirectement, sans le vouloir, tu envoies un message, tu laisses transparaître le fait que c'est possible. Alors que c'est pas possible. C'est ça qui doit être dit, c'est pas possible. Et je dis, ok. Et il me dit déjà, donc quand on arrive au Barça, on a donné des petites gouttes à un adversaire qui n'en avait pas besoin pour y croire. Mais Est-ce que toi, tu vois ça de la même façon ou pas? très sincèrement, cette vidéo n'a pas été, elle a eu du succès après le match. Bah, évidemment. Parce que c'était une vidéo qui avait à peine été vue. Et on n'en avait même pas parlé avant le match. C'était fait avec un externe du PSG. Ça n'avait rien à voir avec le Ouais. PSG. Et, et donc, cette vidéo n'a eu aucun écho avant le match. Et même les joueurs de l'équipe, etc., personne n'en avait entendu parler. Et ici, On refait l'histoire un peu? après, tu peux pas dire qu'on leur a donné, parce que je trouve que la communication, en fait, elle a été très,
on peut pas dire qu'on leur a donné de la force parce que la communication, elle est restée en fait très sobre avec Unai Emery qui est généralement assez respectueux et c'est pas un mec présomptueux qui va commencer à jouer l'arrogant en disant on leur a mis 4-0, qu'est-ce qu'ils peuvent espérer? Tu vois, en fait, je trouve, il y a eu une communication qui était très polie de la part du PSG face à un des plus grands clubs du monde. Donc, pour moi, la communication, elle a pas été désastreuse de la part du PSG parce qu'en fait, il y a eu un genre de respect pour le FC Barcelone. Je veux dire, tu peux pas. Imagine, c'est comme si Alcaraz, à la finale contre Sinner hier, c'est comme s'il serait mis à chambrer Sinner. Enfin, tu vois, après l'avoir battu. Mm, C'est exactement la mm, même mm, chose. En fait, il y a eu énormément de mm. respect de la part du PSG envers le FC Barcelone, que ce soit des joueurs ou que ce soit du staff ou du club en général. Et donc, tu vaut toujours mieux la jouer élégante, la jouer gentleman, que de commencer à dire ouais de toute façon ils vont pas toucher un ballon, on leur a mis 4-0, ils ont rien à espérer, etc. Hmm. Moi, je trouve pas que la communication avait été mal faite, elle avait été très respectueuse Alors, excuse-moi, et après ce qui il s'est y a passé. un point qui Vas-y. contredit un peu ce qu'on s'est dit là, mais je te l'ai pas énuméré. Il y a Mhm. la fameuse photo de Adrien Rabiot avec qui il est? Avec Kurzawa. Levin, je Avec pense, Levin ouais. Kurzawa. Où, d'ailleurs, il me dit qu'elle a été instrumentalisée, cette vidéo, parce qu'il me dit que Levin fait simplement deux, genre peace à tout le monde. Et c'est Adrien qui fait quatre pour montrer qu'ils en ont mis quatre. Et il me dit derrière, il y a Neymar qui a utilisé ça avec le fameux 2 plus 4 égale 6. Voilà. Donc, alors, je te rejoins, c'est vrai que quand même, c'est facile après coup, on a un peu réinstrumentalisé tout ça. L'interview, elle est très peu vue avant le match, donc finalement, c'est pas ça qui a boosté les mecs du FC Barcelone ou influencé non plus les fans du PSG. J'entends ce que tu me dis. J'entends ce que tu me dis. Mais en tout cas, lui me dit que aujourd'hui, avec son expérience, il n'aurait pas refait, pas réautorisé certaines choses qui se sont passées et que ça n'a que desservi au Paris Saint-Germain. Euh, on en vient à ce match. Alors, vous avez déjà énormément parlé du pendant. On va pas revenir sur l'arbitrage, sur tout ce qui s'est passé, sur Neymar qui était Mhm. stratosphérique. Mais Blaise Matuidi, quand je l'ai reçu dans cette émission, il m'a quand même dit euh, quand je rentre au vestiaire, j'ai plus envie du foot. Il me dit si le foot c'est ça, je veux plus, ça me fait trop de mal, j'en veux plus. Toi, quand tu reviens au vestiaire, t'es sorti avant la fin du match. Mais quand tu reviens au vestiaire, c'est quoi le sentiment qui t'anime? Qu'est-ce que t'as? Je t'avoue que je suis pas quelqu'un qui cogite énormément sur les victoires, sur les défaites, sur les événements. Mhm, Donc, moi, je suis, en fait, quand je rentre au vestiaire, je suis déjà, non, même pas quand je rentre au vestiaire, quand je suis changé et que, je crois que c'est Grégor Krychowiak qui prend ma place, 5-10 minutes de la fin du match, on est toujours qualifié à ce mhm, moment-là. Je suis déjà dans une, dans une analyse, en fait, mhm. de on va se qualifier, mais c'était quand même pas fou. Jusqu'au moment où on prend 2 buts et je suis sur le côté, j'acquiesce, je vois la foule en délire, t'es au théâtre. Et donc tu te dis, la vache, je suis pas, je suis pas bien placé, je suis dans le mauvais Mhm. camp, mais ce qui est en train de se produire, c'est juste historique. Et tu sais, c'est des trucs, malgré que ce soit des mauvais moments, c'est des trucs que tu oublies pas. Oui, c'est vrai. Et quand on est rentré par la suite dans le vestiaire, j'étais toujours dans cette phase de ça s'est vraiment passé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Tu vois, Mhm. et en fait, tu regardes les autres, tu commences à discuter un petit peu, même s'il y avait un silence, tu serait cru des funérailles. Et puis pendant 1 ou 2 jours, c'était très très calme au club, mais c'est là où les langues commencent à se délier en se disant, putain, qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi? Comment ça a pu arriver? Et donc, moi, ce genre de match me donne envie encore plus de jouer au football parce que c'est des moments sensationnels. Et certes, t'es pas dans le mauvais, enfin, t'es un peu dans le mauvais Mhm. camp, mais tu peux pas dire que t'as pas vendu le match, tu vois. T'as tout Ouais. donné au match aller, au match retour, et après, c'est juste,
ce qui s'est passé, enfin, je veux dire, ça paraît un peu fou, mais les mecs ont joué probablement, enfin, ça restera pour beaucoup de joueurs peut-être du Barça le match le plus incroyable de leur carrière. Je Et pense pourtant, aussi. ils en ont Je joué. pense aussi. Et donc, moi, c'est des trucs qui me fascinent. Parce qu'à partir du moment où je rentre dans le vestiaire, je vois ça d'un côté un peu plus neutre, justement. Et donc, ça m'a jamais donné envie de pleurer. Certes, il y avait de la déception parce que on était passé à côté de la qualification. Euh, mais de là à me dire, ouais, je veux arrêter le foot, c'est pas pour ça que j'ai commencé à taper dans le ballon, etc. Non, pas du tout. Je veux dire, ça me donne encore plus envie. Et j'ai vécu énormément de bons moments et de mauvais moments Hmm. qui m'ont fait vivre, qui m'ont donné des émotions que j'aurais jamais pu connaître. C'est-à-dire, c'est aussi dans la négativité que on parvient à se relever. Et là, je veux dire, pour rien au monde, je veux dire, il y a rien, il y a rien, il y a rien qui pourrait me donner plus d'émotions. Enfin, c'est un ascenseur émotionnel en fait que le football. Ouais. Et donc voilà, moi, je vais pas dire que j'ai aimé voir ce moment-là, mais j'en ai beaucoup appris en tout cas. Quand tu la compares à l'élimination de Manchester United, Mhm, on n'est pas dans le même scénario d'historique mhm. positif, etc. Elle fait plus mal, celle-là, parce qu'il n'y a pas ce côté un petit peu sensationnel quand même au théâtre, où que tu dis tu marques l'histoire même si t'es pas dans le bon camp. Est-ce qu'elle est plus difficile à digérer? Ouais, parce que c'est une faute professionnelle. Ah, ok. L'élimination contre Mot Manchester fort. United, c'est une vraie faute professionnelle, je veux dire. C'est taper, c'est prendre une hache pour casser une bûche et en fait tu tapes avec le manche. Enfin, tu vois, c'était vraiment c'était pas de la stupidité, non, parce que voilà, t'es sur un terrain de football et tu sais ce que t'as à faire, mais c'était pour moi, on s'est dit, en fait, regarde, c'est vraiment, on va les bouffer tout cru. Ils viennent avec une équipe C. Vraiment, on en a déjà parlé avec Angel Gomez qui est à Lille, enfin, qui était à Lille. Et il était là, sur le banc. Les mecs sont venus avec leur équipe, avec leur U23, plus quelques têtes, genre Lukaku, Rashford, etc. Et on leur a mis 0-2 au match aller. Ils avaient aucun espoir de qualification. Aucun. Eux, ils venaient à Paris pour prendre une branlée. C'est tout ce qu'ils venaient faire. Ok. Lui, t'as dit ça? Je l'ai Enfin, compris comme ça. voilà. Je l'ai En gros, compris ils comme n'avaient ça pas une parce que ambition de se qualifier pour ce non, match. D'accord. C'est parce fou. que en fait ouais, mais sur papier, je veux dire, je le comprends tout à fait. Je veux dire, ils Ah, perdent bien sûr. 0-2 au match aller avec leur meilleure équipe et ils viennent à Paris pour la qualification avec je sais pas combien de blessés, Hmm. etc. Des jeunes, enfin, McTominay à ce moment-là qui commence seulement à sortir et autres. Je veux dire, à aucun moment ils se sont dit on va aller se qualifier en fait. Pas qu'ils allaient faire un match de merde, mais à aucun moment ils se sont dit on va aller se qualifier. Ouais. Et ils l'ont fait. Le penalty de Rashford à la fin, etc. Je dirais, là, je l'ai vécu un peu différent parce que j'ai commencé sur le banc, je suis rentré le dernier quart d'heure. Et donc, ben, je suis encore là, je suis en mode analyse aussi, plus que dans l'action. Et puis voilà, ils ont fait le match parfait. Et nous, ben, c'est un peu comme Belgique-Pays de Galles. Hmm. Donc voilà, sur papier, ben, tous les jours, tu dois le faire. Et là, ben, tu es sur le terrain et tu prends 1-3 à domicile alors que Ah. la porte est grande ouverte. Et pour moi, là, c'était vachement plus une faute professionnelle, alors que le Barça, ça a été le Barça ce soir-là. Ils ont Hmm. respecté leur nom. Ben, tu vois, FC Barcelone, c'était le FC Barcelone. C'est pas une imitation. Et là, ici, ben, Manchester United, on devait les tuer. On devait les tuer. Après, je pense qu'il y a une flingue de Gigi. Il y a des approximations en veux-tu, en voilà. Ouais, il y avait rien qui allait. T'as l'impression que personne n'était concentré, que le match était déjà joué. Et donc là, pour moi, c'est vachement plus frustrant de se faire sortir à ce moment-là parce que c'est un match que tu peux pas perdre, Hmm. Hmm. tu vois. Ouais. Et donc voilà, ça a On été est dans aussi. l'arrogance dont tu me parlais tout à l'heure, là, le côté un peu suffisant Mhm. qui s'est mis dans la tête. C'est de ça dont tu me parles en réalité? Ouais, ben en fait, c'était joué d'avance. Ouais, C'était ok. joué d'avance. Hmm. Ok. Et là, on s'est clairement fait avoir, où bah, tout le monde n'est pas concentré.
beaucoup d'erreurs, on crée peu d'occasions, parce qu'on peut pas dire qu'à ce match-là, on a eu 25 occasions et que le gardien a fait le match de sa vie. Hmm. Je dirais, c'était très neutre comme Ouais. match. Alors que tu joues à domicile pour une qualification. Donc c'est là où pour moi je vois plus une faute professionnelle et c'est beaucoup plus frustrant et décevant parce que là, enfin, je veux dire, t'as la chance de jouer le match retour chez toi alors que t'as gagné 0-2 au match aller, tu Hmm. vois. Ouais, Donc c'est là, vrai. le scénario est vachement C'est différent. vrai. C'est vrai. Et pour toi, la remontada n'est plus dans les têtes à ce moment-là. Parce qu'on en a beaucoup parlé, hein, à chaque fois, Non, non, on non, du tout. ressassait Après, ça. ça, la remontada, c'est un gagne-pain médiatique. Enfin, je veux dire, on Ouais. a sorti un mot en espagnol, ça finit dans les journaux, bientôt dans le dictionnaire, et voilà, tout le monde était content. Tu vois, donc dès qu'on pouvait placer le mot remontada, on a C'est placé vrai le ce mot que tu dis. remontada à toutes les Mais sauces. pour toi, ça. Non, mais enfin, quand je dis remontada, le scénario Barcelone ne joue pas dans les têtes, Non, non, n'influence non, pas. non, Non, du tout, d'accord. du tout, du tout. Non, c'est pas du tout même type de match, c'est pas le même adversaire, c'est pas les mêmes Ouais. joueurs, je veux dire, Manchester United est pour moi le plus grand club du monde. Mais ce soir-là, c'était pas la plus grande équipe du monde. Non. Et c'est là où nous, on devait faire le job. Ok. On a parlé d'Eden Hazard. Je sais que tu as un grand respect pour Neymar. Tu as eu la chance de le voir tous les jours. Tous les Hmm. jours. Je vais pas te demander de me dire à quel point il était fort, parce que je pense qu'il n'y a même pas de débat. Pas besoin de ça. Par contre, j'aimerais comprendre, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont dites autour de sa motivation, son hygiène de vie, son travail. J'ai vu Eden Hazard, je sais qu'Eden Hazard n'aime pas les entraînements. Je le sais, c'est comme ça, il l'a avoué, il l'a dit. Voilà. Euh, Est-ce que pour Neymar, on est dans le même genre de cas d'un mec qui est très bon, qui n'a pas envie de se faire mal pour franchir un niveau, et ce qui fait que ça a été peut-être quelque part sa limite ou pas? Ouais, en fait, la seule erreur dans ta question, c'est quand tu dis franchir un niveau, il n'y a pas de niveau à franchir. Oui, il est tout en haut. Ouais, il est au max depuis le Ouais, c'est vrai, début, en fait. Et c'est c'est vrai. ça le truc, et c'est probablement ce qui fait que là où parfois il devait peut-être se donner un peu plus à l'entraînement ou quoi aux caisses, mais ça a jamais été une nécessité. Je veux dire, Neymar, je l'ai vu s'entraîner à 50% et il était quand même meilleur que toute l'équipe. Hmm. C'est-à-dire, tu vois, il y a rien à faire. Quand t'as un truc, c'est-à-dire, t'as une partie peut-être d'inné et puis je veux dire, il a travaillé techniquement, etc. Et Neymar est devenu Neymar parce que c'est un mec qui aime le ballon. Mhm. Et j'ai jamais vu un joueur plus technique et surtout plus efficace techniquement Hmm. que lui. Parce que être technique des freestylers, je peux en trouver 50, mais pas beaucoup qui peuvent dribbler un homme, deux hommes, trois hommes qui peuvent faire un assist et marquer. Hmm. Il a joué la moitié des matchs quand il était en Ligue 1 parce qu'il y a beaucoup de blessures, etc. Et il a quand même surperformé, enfin pas surperformé, il a quand même classé la concurrence sur le côté. Ouais, c'est vrai, En jouant, pour moi, c'est vrai. à même à 70% ou 80%, Neymar était meilleur que n'importe qui dans le championnat de France. Et donc, en fait, il a cette facilité. C'est-à-dire, le football, c'est Neymar. Et quand je comparais à Maradona, très franchement, Neymar dans son top, il est injouable. Injouable. Mais déjà, quand il joue à 50%, il est injouable. Mais nous, à l'entraînement, on le voyait. Je veux dire, ok, il faisait peut-être pas les retours défensifs, il faisait peut-être pas toujours un tacle pour arrêter l'attaquant ou quelque chose comme ça. Mais tu lui donnais le ballon et c'est là que tout se passait. Et donc voilà, enfin, moi je peux comprendre des fois que des mecs lèvent un peu le pied parce qu'en fait c'est pas Hmm. nécessaire pour eux d'être à 100% tous les jours. Je Ok. veux dire, parce que justement ils peuvent t'offrir, en fait, ils peuvent t'offrir. Neymar c'est la magie, tu vois. C'est quand il décide de faire un tour, ben t'es juste ébloui, tu vois. Hmm. C'est vrai, Et en fait, c'est et vrai. c'est ça. Et on l'a vu dans le championnat de France. Je veux dire que je me souviens d'un match où je pense qu'on joue Strasbourg. Il y a un mec qui lui rentre dedans une ou deux fois, qui lui fait une réflexion. Ouais. Il a été chercher le mec, il lui a mis petit pont, grand pont, tout sombrero, tout ce que tu veux. Le mec, il a arrêté le football après ça. Tu vois. C'est tellement vrai en plus. Oui, c'est vrai, il a fait ça. Et c'est là où tu dis, en fait, Neymar, il a pas besoin de courir 12 bornes par match. Il n'a Non. pas besoin de faire 45 interceptions. Dire lui, il décide de ce qui va se passer. Ouais. Et c'est ça le pouvoir de Hmm. Neymar. Et moi,
enfin, je l'idolâtre, tout comme Eden, c'est des mecs avec qui j'ai joué, et pouvoir dire, c'est, c'est dommage que, enfin, mes enfants commencent à grandir, etc. Mais je leur montrerai des vidéos plus tard en Ah, leur il faut, disant, ouais. ce mec-là, c'est- il faut, enfin, tu veux voir des joueurs, tu veux voir du beau football, tape Neymar sur YouTube, tape Eden Hazard sur YouTube, tu C'est vois. vrai, Et là, tu vas voir, tu dis, c'est ça, vrai, c'est le football. c'est vrai. Euh, mais comment dire, dans le travail, comme on a beaucoup critiqué Neymar, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, à l'époque, il était comparé à Mbappé aussi, qui était dans une autre étape de sa carrière, mais en pleine ascension. Dans la mentalité de travail, tu n'as pas vu de choses qui t'ont marqué. Justement parce qu'il est au-dessus du lot, il pouvait se permettre de le faire plus qu'un Kylian Mbappé par exemple, ou plus que le commun des mortels de manière générale. Non, après, il y a toujours faut bien prendre conscience que tu es dans un groupe et donc il y a un respect mutuel et commun à avoir. Mais le football est un monde un peu à part, tu vois, c'est tellement à part que dans une entreprise en général, quand tu arrives en retard, je veux dire, on te met pas une amende parce que tu arrives en retard, parce que Non. tu sais que ça va arriver qu'une fois ou deux Mm. et que c'est complètement involontaire. Dire, dans le football, t'en es à un point où tu dois mettre des clauses de retard, de ci, de ça dans des contrats. Et donc, tu sais que les mecs sont pas formels. Je veux dire, le football, c'est de l'improvisation, Oui, c'est vrai, tu vois, c'est pas de la formalité. T'as pas c'est été vrai. à l'école, t'es pas assis sur une chaise et t'as appris à jouer au football. Non, le football, ça se joue sans règles. Et donc, en fait, je veux dire, c'est un peu, je veux pas donner une excuse non plus à tous les joueurs qui arrivent en retard, qui sont paresseux ou travailleurs ou quoi ou qu'est-ce. Mais le football, c'est un monde différent. Je veux dire, c'est un monde Mm. de sport où, en fait, la discipline est individuelle et chacun vit le football comme il a envie de le vivre. Maintenant, t'es dans un groupe et forcément, il y a des règles de groupe. Il y a des règles de cohabitation et des règles collectives. Arriver à l'heure à l'entraînement, arriver à l'heure au meeting, arriver à l'heure à ci, C'est à vrai, ça, c'est être vrai. là pour le petit déj si c'est obligatoire, tchic tchac, tu vois. Mais après, il y en a, ils sont juste ce qu'ils sont. Et il y a des mecs, ok, tu peux pas tout laisser faire, mais il y a des gars chez qui tu peux éventuellement lâcher un petit peu du lest. Ouais. Parce que, enfin, par exemple, un Moussa Dembélé, je sais pas moi, peut-être un Kylian, un Ousmane, pardon, je dis Moussa parce que je pensais à J'avais l'international compris. belge, à Ousmane, Kylian, etc. Je veux dire, c'est des mecs à qui tu peux laisser un peu d'espace parce que ils vivent comme ça et tu sais que Ouais, quoi qu'il se passe, ils donneront le maximum. ouais, Et ouais. Neymar, c'est la même chose. Eux, le football, c'est un plaisir, ils voient pas ça comme un travail. Tu vois, quand ils sont sur le terrain, c'est mec, si je te mets la misère, ils sont au five, quoi, tu vois. Mm. Et c'est ce qui fait que c'est eux. Et donc, je veux pas leur trouver d'excuses, mais tu peux pas agir de la même manière avec tous les joueurs. Ouais, Et c'est là où à l'heure actuelle, c'est très important d'avoir des entraîneurs qui sont bons dans le management et bons dans la psychologie parce qu'ils doivent comprendre les joueurs. C'est plus à l'ancienne, on va courir dans les bois, tout le monde là, tout le monde fait ça, etc. Non, ça marche plus. Et c'est vrai, surtout avec la nouvelle c'est vrai, génération, c'est vrai, parce c'est que vrai. c'est pas des mecs qui vont au charbon, tu vois. C'est des mecs qui sont léchés, etc. Et t'as plus de, il faut avoir plus de laxité en fait. Pour ton départ du Paris Saint-Germain, il y a cette fameuse période du Covid Mhm. où tu fais partie, comme Cavani, comme Thiago Silva, des personnes qui vont quitter le club, Ouais. mais qui ont, et c'est là que j'ai besoin de ta version, la possibilité ou non de rester Mhm. pour disputer le Final 8 ou pas. Ouais. Euh, Beaucoup de réactions de fans à ce moment-là ont été assez virulentes, que ce soit envers Cavani, que ce soit envers toi, surtout en comparant au fait que Thiago Silva, lui, était resté notamment. Euh, Comment ça se passe, toi, cette prise de décision de rester ou pas pour le Final 8 au moment de ton transfert vers Dortmund? Ben, on m'a pas vraiment donné la possibilité de choisir. En fait, on a, le club je sais pas comment c'est passé avec Eddie, mais moi dans mon cas, le club m'a fait une proposition de contrat que j'ai refusée parce que c'était une proposition de politesse. Et donc après ça, ben voilà, moi enfin, j'ai quand même joué toute la saison parce que après tout, Thomas Tuchel comptait sur moi et était content de mon travail. Et puis finalement, ben Final 8, voilà, Eddie est pas le bienvenu, Thomas pas le bienvenu et Thiago, ben en fait
Thiago. C'était capitaine, notre meilleur défenseur. Tu pouvais pas te priver d'un mec comme ça si tu voulais gagner la Champions League. Moi, à ma place, il y avait des backups. Je dirais, il y avait Thilo Kehrer, il y avait Colin Dagba, etc. Il y avait des gens qui pouvaient jouer à ma place, et j'avais pas le statut non plus. Et Eddie, il y avait aussi des joueurs qui pouvaient jouer à sa place. Et donc, voilà, nous, on s'est retrouvés dans une situation où on a regardé ça un peu de loin, tout en espérant que le PSG gagne la Champions League. Parce Mhm. que nous aussi, on avait participé au parcours européen et on avait tout fait et on s'était aussi qualifié. C'était aussi grâce à nous. Je veux dire, j'ai joué jusqu'au moment du Final Four, j'ai tout joué, quoi, tu vois. C'est vrai. Donc voilà, après, c'est dommage que ce soit terminé comme ça, mais c'est surtout, ça s'est surtout terminé comme ça parce que c'était une histoire d'ego. Parce que je voulais pas non plus, moi, enfin, c'était pas une optique pour moi de quitter Paris Saint-Germain. Je me sentais très très bien là-bas. Et voilà, j'aurais aimé que Leonardo prenne les choses un peu plus sérieusement et ne joue pas sa carte juste pour une histoire de communication parce que il avait pas envie ou envie, quoi. Tu vois, Ouais. Il voilà, aurait pu être un peu c'était plus un. franc. Il aurait pu être un peu plus franc et te dire je veux pas continuer avec toi ou je veux continuer avec toi, mais Ouais, mais après, je veux dire, la franchise dans le football est inexistante, hein, je peux te ouais, le c'est dire. compliqué. Je pourrais écrire un livre C'est sur, compliqué. sur ce qui se passe dans le football, c'est ridicule. Mais dans tous les clubs, hein, c'est pareil, et je pense que, après tout, c'est de la politique, tu vois. Ouais, c'est vrai. Tu vois, tu t'essayes de plaire à tout le monde alors que c'est impossible, et finalement, tu mens, quoi. Hmm. Tu t'es C'est impossible. malhonnête, C'est etc. Et après, impossible. voilà, mais c'est quelque chose que tu sais. Tu sais que tu vas te faire avoir à un moment donné, tu sais pas, juste pas quand. Ouais, pas Mais quand et en pas par qui. attendant, tu Hmm. profites et il se passe ce qui se passe. Bon, pour la dernière minute qui me reste avec toi, je te fais participer à un petit jeu. Le petit jeu, Ouais. c'est je t'énonce 5 noms ou 5 moments. Mhm. Tu ne sais pas dans quel ordre ou ce qui va venir après, mais tu dois essayer de le classer par ordre d'importance pour toi. Ok? Est-ce que tu me suis ou Ok. pas? Ouais, ouais. Ok. Importance positive ou négative, mais il faut que ça ait Alors, une importance. là, pour le premier, c'est positif, c'est le meilleur joueur. Ok. 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 Si je te dis De Bruyne en un, 2, 3, 4 ou 5. Après, j'essaye d'imaginer les joueurs que tu vas me donner ensuite. C'est là le jeu. Donc, euh, oh Je la t'ai pas mis vache. dedans. Pour un indice, je t'ai pas mis dedans. Il y en a qui mettent dedans, je t'ai pas Ouais, mis dedans. sinon, je me serais mis numéro un, Ben, je mais sais bien. euh, non, allez, de Bruyne, je vais dire 3. Ok. Eden Hazard. Euh, je peux avoir une position ex aequo ou pas? Non, tu peux pas. Neymar va arriver. Neymar Euh, va. Je sais pas. ouais, non, allez, je vais mettre Eden en premier. Eden en premier. D'accord. Angel Di Maria. 4. Kylian Mbappé. Oh putain. Euh, ouais, mais non, c'est de la couille à ces jeux Ah, compliqués. c'est dur ces jeux. Ah, c'est pas possible. Euh, Tu sais quoi? tu vas y Je vais être mettre gentil en avec 2, toi. tu vas me sortir Neymar, je vais en mettre Neymar en Bah, 5. c'est certain. C'est certain. Donc maintenant, tu le sais. À toi de jouer. On parlait de Bah, politique. Tu te débrouilles maintenant. non, avec Kylian, il est exceptionnel aussi. Qu'est-ce que tu veux que je le mette en 5? Euh, après, si tu me dis, Allez, je te donne un joker. T'as le droit de mettre deux ex aequo. alors je mets Eden premier, Kylian Neymar en seconde position. Oh, c'est beau. D'accord. Ok. Ouais. D'accord. Et donc, du coup, De Bruyne De Bruyne 3. et Di Maria Après, en dernière position. ouais. Ok. Les pires défaites que tu as connues dans ta carrière. D'accord. Pareil, même jeu. De 1 à 5. Et si tu as un petit commentaire sur une qu'on n'a pas encore mentionné dans cette interview, je suis preneur. Manchester 2019. Donc celle qui m'a le plus touché, numéro 1, on est Numéro d'accord. 1. Ouais. 3, Mondial 2022. 2022, Au Qatar. non, 5, C'est vrai? C'est celle qui t'a le moins touché? ouais. Pourquoi, excuse-moi, justement, on n'en a pas parlé. Pourquoi c'est celle qui t'a le moins touché? Parce que la vibe était pas bonne. La vibe était pas, Depuis tu le départ, sentais c'était pas que bon? ça allait pas être grandiose. D'accord.
On a fait ce qu'on a pu, mais c'était pas pareil. C'était plus pareil. D'accord. Ok. Mondial 2018. En une. Désolé. Non, pas de Euh, souci. la remontada. En deux. L'Euro 2016. En quatre. D'accord. Le Lord te va? Ouais, très bien. Thomas, j'ai passé un moment magique avec toi. C'était très agréable. Je m'attendais à ça. Mais grand merci pour le petit rap que tu m'as permis d'avoir dans cette interview, mais surtout pour avoir facilité tout ça. Tu as tenu parole Pas de souci. Avec et grand c'était plaisir. c'était Ça un a pris grand un peu de plaisir. temps, mais finalement, on y arrive toujours. Ouais, mais c'est toujours les meilleurs moments. En tout cas, merci beaucoup. Prends soin de toi. Je te souhaite le meilleur pour cette nouvelle saison, que ce soit avec la sélection ou en club. Et Merci. puis à très vite. À très vite Bah, pour le écoute, championnat de France. Avec grand plaisir. merci. Que tout aille bien pour toi aussi, que C'est ça gentil. continue de bien évoluer. Merci beaucoup. On Merci se tient au beaucoup. courant alors. Les autres, à Merci à bientôt dans toi. Call Interview. Ciao. Ciao, ciao.